L'émission des esprits multiples, actualités, interviews, débats, rendez-vous avec tous les sujets qui passionnent notre monde. Au programme pour cette émission, l'interview pop culture avec le magasin de cartes Asgard TCG, sport, présentation de la nouvelle saison de Formule 1, un débat d'actualité, l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est? Bienvenue à vous dans l'émission des esprits multiples. Bienvenue à vous dans cette première émission des Esprits Multiples. C'est Samuel, j'espère que vous allez bien et que vous allez vous régaler à m'écouter avec toutes ces rubriques que je vous ai prévues. Voilà, on a un super programme, j'espère que vous allez être très attentifs, que vous allez tenir le coup parce que le programme est justement très chargé. Mais c'est des belles choses, c'est de beaux univers qu'on va parcourir ensemble. Moi je pense qu'on a quelque chose de très intéressant. Esprits Multiples, pourquoi ? Parce qu'on aborde plusieurs sujets, divers sujets, mais qui peuvent passionner, qui peuvent renseigner un petit peu tout le monde sur ce qui se passe dans notre monde, dans notre société. Et c'est ça l'important pour cette émission, découvrir. On va partir directement avec la première interview, une interview pop culture du magasin de cartes Asgard TCG. J'ai eu le bonheur de pouvoir aller les interviewer chez eux. J'ai interviewé John Gargi, l'un des 4 co-créateurs d'Asgard, et on a enregistré 40 minutes d'interview que je vais diviser en 2 parties dans cette émission. On commence tout de suite avec la première partie. L'interview pop culture Asgard TCG. Nous sommes avec John Gargi, l'un des 4 co-créateurs et gérants d'Asgard. Salut. Salut. Comment tu vas ? Eh ben très bien, très content d'être là aujourd'hui. Bon, mais c'est super. L'univers de ton magasin donc trouve toute sa place dans cette rubrique pop culture. Voilà, donc on va un petit peu parler des jeux de cartes, de tout l'univers qu'il y a autour. Mais avant tout, j'aimerais savoir, dis-moi comment ce magasin est né avec tes 3 autres compères et pourquoi cette envie de le créer et d'agrandir votre communauté. Alors, c'est un mélange de business et d'histoire personnelle. Faut savoir que moi, je suis tombé dans la carte quand j'étais tout petit. J'ai commencé à jouer à Magic avec mon parrain il y a 20 ans quasiment. Lui était rôliste, voilà, il a fait pas mal de petites choses, il était déjà dans le milieu et il m'a fait tremper le doigt dedans et j'ai jamais arrêté. J'ai passé des années à jouer à Magic, que ça soit, j'ai commencé à la fin du primaire, tout mon collège j'y ai joué, tout mon lycée j'y ai joué. Donc ça t'a suivi pendant toute ta vie, ça a vraiment dicté toute ma vie. Dès que je suis rentré dans la vie active, j'ai commencé à me déplacer, à faire du jeu compétitif. J'ai fait le tour du monde pour jouer à Magic. Okay. Tous mes amis viennent de Magic, c'est des amis qui m'ont rejoigné à la boutique. Tous mes amis proches, tous les gens que je connais. J'ai envie de dire, la seule personne dans tout mon entourage qui vient pas de ce milieu-là, c'est ma femme. Donc, d'accord, ok. Voilà, et comment on en est venu au magasin ? En 2012-2013, j'étais vraiment sur la partie où je jouais beaucoup. C'est-à-dire que je travaillais à côté, j'avais un boulot à plein temps, mais je vivais, respirais Magic. C'est-à-dire que je quittais mon boulot, je partais à la boutique qu'on avait, je rejoignais mes potes, on traînait toute la journée, on jouait toute la journée. Le soir, on rentrait chez nous, on discutait de decklists sur des Mumble, sur des Discord. Tous les week-ends, on partait avec des potes, des fois le dimanche, à se lever à 3h du matin pour partir à côté de Marseille pour faire un tournoi qui permettait de se qualifier. On partait en week-end, on a fait des road trips aux États-Unis. C'était un petit peu votre raison de vivre. Ouais, exactement. Okay. C'est une passion vraiment débordante. Et du coup, vraiment sur ces années-là, je me suis aperçu en fait qu'en me déplaçant aux États-Unis, que les cartes avaient de la valeur. Alors je le savais parce que du coup j'achetais déjà mes cartes, mais qu'il y avait vraiment moyen d'acheter les cartes et de revendre les cartes et de gagner de l'argent comme ça, parce que j'ai financé une partie de mon voyage comme ça. Et en même moment, à l'époque, la boutique de cartes qu'on avait sur Agen a décidé de vendre. Donc du coup, tout s'est goupillé. Donc moi, j'avais un CDI, j'étais buraliste, j'y étais depuis 2 ans. Okay. J'avais pas du tout la même... Pas du tout le même truc. Complètement différent. Et c'est parti. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en jeu. C'est un jour mon patron me dit, de toute façon, vous les jeunes, de toute façon, vous avez peur d'entreprendre. Il me dit, mais crûment, vous n'avez pas boomer, quoi. Coup de vous lancer. Voilà, c'est exactement ça. Et je le regarde droit dans les yeux, je fais, je démissionne. Je démissionne et je monte ma boîte. Et John, 23 ans, qui connaît Magic parce qu'il y est depuis un petit moment, mais qui a jamais monté de société. J'ai fait toutes mes études là-dedans, mais qui a jamais monté de société. J'ai ouvert du coup mon premier magasin en 2014 sur Agen, spécialisé dans la carte à collectionner. Donc d'abord tu as été sur Agen. Exactement. Moi j'ai commencé sur Agen et du coup j'étais sur Agen, j'ouvre ma première boutique, je connais Magic, je découvre les autres jeux de cartes. Je connaissais un petit peu Pokémon et Yu-Gi-Oh!
mais très vaguement. Moi j'étais très très Magic. Et du coup je commence à découvrir les autres jeux, je commence à faire un peu de jeux de société, mais je suis tout seul à gérer une boutique, et puis on est à Agen. Donc on est quand même limité en termes de population, en termes de choses qu'on peut faire. Et j'aime voir grand, c'est-à-dire qu'en étant sur Agen, j'ai quand même commencé à organiser des tournois qui réunissaient 70-80 personnes, que je récupérais les bassins bordelais, les bassins toulousains, et j'amenais tout le monde ici, donc ça c'était plutôt cool. Et au bout d'un an, j'ai eu la possibilité en fait de revendre ma boutique et de venir travailler sur une boutique toulousaine qui faisait de la carte, qui venait d'ouvrir depuis à peu près un an. C'était quelle boutique? Fantaisysphère. Fantaisysphère, ok. Ouais. J'ai bossé là-bas pendant 2 ans et demi. Je suis rentré comme vendeur, conseiller. Je suis très rapidement monté les échelons jusqu'à être co-responsable de magasin. Enfin, je m'étais vraiment investi. L'ambiance était vraiment cool et ouais, je m'entendais très bien avec l'équipe, tout se passait bien. Et puis j'ai eu envie de prendre moi mon indépendance. C'est-à-dire que c'est pas que j'aime être le chef, mais j'aime avoir ma propre vision des choses et faire les choses comme je les entends. Et j'ai quitté un CDI à 23 ans pour monter ma première boîte. Ouais. Donc je me sentais pas trop de continuer dans ce volet d'avoir... La hiérarchie me gênait pas, parce que j'étais très indépendant et très libre de travailler, mais j'ai besoin de moi faire mes choses pour moi en fait. Oui, un petit peu d'indépendance et de se retrouver un peu face à toi-même. Et... C'est ça, me lever le matin et plus comme un challenge. Me dire, j'ai pas échoué la première fois, mais... J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Je quitte Fantaisysphère où on se rejoint avec mon meilleur ami. Rencontré grâce à Magic. Alors non, c'est un peu. Bon. C'est comme la famille qui est un de nos associés, qui est Jean-Christophe. Pour l'histoire, on se connaît depuis qu'on est à la maternelle. Nos mères se connaissent depuis qu'elles sont à la maternelle. Nos grands-pères étaient amis. C'est l'histoire de famille. On vient du même petit village tous les deux. Donc. Et on discute de ce qu'on fait. Lui, il vient de finir ses études. Moi, je viens de quitter Fantaisysphère. Et on part au Japon. D'accord. Pendant 3 semaines. T'as beaucoup voyagé. Ouais, j'ai pas mal voyagé. États-Unis, Japon, j'ai fait toute l'Europe. J'ai pas mal bougé. Pour moi, les voyages, c'est hyper important. Ça m'a rencontré vraiment plein de gens. Et d'apprendre un temps d'expérience, c'est juste trop cool. Et du coup, on part au Japon. On en rêvait depuis 10 ans avec mon ami. Et on voit comment ça se passe là-bas, en fait. Et là-bas, en fait, on se dit vraiment, il faut qu'on monte une boutique. Mais il faut pas qu'on monte juste une boutique lambda. Il faut qu'on monte la boutique. C'est-à-dire que on est joueur, on sait ce qu'on attend en tant que joueur. On connaît les bonnes idées qu'il y a aux États-Unis, au Canada, on connaît les bonnes idées qu'il y a partout en Europe, on voit les bonnes idées qu'il y a au Japon. Donc on va prendre tout ça, on va rentrer en France et il faut qu'on monte un magasin qui déchire. Ouais, qui réunit un peu le tout. Exactement, voilà, de tout les ce que bons vous avez côtés vu de tout ce qu'on a vu, toute l'expérience qu'on a. D'où l'importance de voyager, un peu de voir tout ce qui se passe partout. Exactement. Et du coup, on commence à bosser le projet vraiment comme il faut. On était déjà au Japon, on commençait à calculer les chiffres, à calculer tout ça. Et il en est venu que si on veut pouvoir faire ça dès le train de jeu, il faut être prêt. Donc on a décidé de monter une boutique en ligne qui s'appelait Mythic TCG Shop. D'accord. Donc ça nous a permis de commencer à créer nos comptes sur les marketplaces, de nous faire connaître, on se déplaçait dans les salons, on agrandissait notre réseau. Marketplace, c'est l'endroit sur internet où on peut acheter des cartes. Exactement. Voilà. Alors pas forcément, mais eBay, Amazon, ce sont des marketplaces sur lesquels on peut vendre en fait. Okay. Et il y en a une qui est dédiée du coup aux jeux de cartes à collectionner qui s'appelle Card Market. Ouais. Et du coup, on a commencé à vendre dessus, on a fait gonfler notre compte, on a fait gonfler notre réputation. Et donc voilà. Donc notre but c'était de grossir, d'avoir suffisamment de stock et d'être reconnu dans le milieu pour ouvrir une boutique et pas faire comme tout le monde. En fait, on n'a pas voulu ouvrir une boutique et se faire connaître. On a voulu ouvrir une boutique en étant connu. Et développer un réseau. Exactement. Avant d'avoir la sûreté peut-être d'avoir. C'était ça, c'est de dire les gens nous font déjà confiance. Ouais. Et la boutique fait plus confiance à une boutique qui a pignon sur rue, qui existe dans une ville, qui a une boutique physique, qu'à un nom lambda sur Internet. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le nom lambda sur Internet, il disparaît. On ne sait plus à qui s'adresser. Alors que là, on sait qu'il y aura toujours la boutique physique. C'est très important pour nous d'être prêts à ouvrir. Et puis ça vous permet de développer déjà une communauté. Exactement. On a passé des partenariats avec des barrageux sur Toulouse, notamment le Level Up. Qui est à Barrière de Paris, qui au fil du temps sont devenus des amis, mais conjointement on organise des événements autour de Pokémon, autour de Dragon Ball Super, on a fait du Magic, on a fait vraiment pas mal de choses. Donc c'est implanté son réseau petit à petit. Exactement, et on a tissé des liens forts avec les associations toulousaines et avec les autres boutiques, parce que notre objectif, pour moi, ma vision des choses, c'est on peut tous manger, on peut tous vivre de notre passion sans se tirer dans les pattes si on travaille tous intelligemment. Et il y a un peu plus d'un an maintenant, au mois de novembre 2019, on rencontre Thomas, qui est notre 3e associé, et Bastien, qui est du coup notre 4e associé, mais que je connaissais un petit peu d'avant parce que je traînais dans la communauté Pokémon. Et on s'est dit,
je pense que là on est bon, on peut monter une boutique. Est-ce que ça vous dit de faire partie de l'aventure? Parce que financièrement parlant, il fallait pouvoir lancer tout ce qu'on avait envie en fait, en termes de projet. Et c'est bien d'avoir l'idée de faire tout ça, mais on voulait pas passer par un organisme bancaire pour lancer la boutique en fait. Donc du coup on a tout financé en nom propre. Avec nos propres, votre propre argent. Notre propre argent. Okay. On a finalisé tout ça, on a monté la SARL Asgard, on a du coup fermé Mythique TCG pour devenir Asgard TCG. Donc voilà, donc l'aventure prend source, c'est ça, fin 2019, où on se rend compte pas, autant avec Jean-Christophe on se connaissait depuis des années, mais Thomas et Bastien sont arrivés un petit peu plus tard. Donc on décide de se lancer, il faut chercher un local, ça a été une galère sans nom. Pour trouver un local, parce que je sais pas pourquoi, mais sur Toulouse, il faut déjà avoir une société pour louer un local, alors que pour moi c'est l'inverse en fait. Je cherche un local et dès que j'ai trouvé un local, je monte ma société. Il y a des locaux qu'on voulait visiter, qui sont toujours pas loués et qu'on n'a jamais pu visiter sur Toulouse. Donc c'était un peu la chasse au local, quoi. Exactement. Et on a eu beaucoup de chance. Ma femme, du coup, qui fait aussi partie de la société, traîne sur le bon coin et trouve le local. Et du coup, on voit ça le dimanche matin. Le dimanche après-midi, on visite le local. Ma femme m'a insulté quand on est sorti du local. C'est-à-dire du coup, on voit le local, le haut très bien. Et en fait, il y a une cave dans notre local. Et on voit la cave, c'est de la terre par terre, les murs. D'accord. Donc et en fait, moi, je vois chaotique. ça. Et je vois ça. Et j'ai des étoiles dans les yeux. Je fais, c'est parfait. Exactement ça qu'il nous faut. Le propriétaire a emballé, on commence à lancer les papiers. Je vous dis, on sort de là, ma femme me fait, mais t'es complètement taré. T'as vu quoi? T'as vu les murs? Je dis, mais tu vois pas le potentiel qu'il y a? Et c'est parti comme ça. Et du coup, en une semaine, on avait le local. Je crois que c'est le 6 janvier où on a vu le local. Le matin, je crois que le 8, on avait signé les papiers. On a tout réuni, on récupère les papiers, on lance les travaux pour une ouverture pour février. Donc il y a eu beaucoup de travaux à faire. Ouais, ça va. Il y a eu pas mal de travaux. J'ai de la chance d'avoir de la famille dans le bâtiment. Et du coup, les contacts, évidemment. Le réseau, c'est la vie. C'est important. Dans l'entrepreneuriat, le réseau, c'est primordial. C'est important de le rappeler. Du coup, on monte tout ça. Tous les travaux sont faits, mais très très vite. Très vite. On lance tout. L'avantage, c'est que je travaille déjà dans le milieu. Du coup, j'ai tous les contacts de fournisseurs. J'appelle déjà tous les fournisseurs. Je leur dis c'est good, on peut tout lancer. Et donc on peut tout lancer. On passe nos premières commandes, on commande les meubles et tout se goupille exactement comme on voulait en fait. Ok. Donc une réussite. Donc une réussite. Ouais, on est vraiment content. C'est à la date du coup du 19 février où on ouvre. Et tout est exactement comme on voulait. Nos chaises ont été testées. On a acheté une dizaine de chaises différentes. On s'est assis dessus pendant des journées entières pour savoir lesquelles seraient le mieux pour nos joueurs. Les tables, on cherchait une dimension de table bien précise pour que ça fasse pile poil la taille des tapis, que les gens puissent se poser. Et donc voilà, le magasin est ouvert et on a fermé le 14 mars pour le Covid. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est intéressant, c'est un beau parcours. Non, le Covid. Ouais, célèbre. Mais vous avez réussi à faire d'autres événements et à permettre d'autres choses avec le Covid. Alors, comment ça s'est passé, le Covid? Heureusement qu'on s'était préparé pendant 2 ans. Heureusement qu'on avait fait tout ce travail en amont, de monter nos marketplaces, d'avoir du stock de vente et de vraiment miser sur le côté internet. Parce que, comment vous dire, quand vous ouvrez votre magasin et que moins d'un mois plus tard, on vous dit vous allez fermer pour une durée indéterminée, déjà, vous perdez toute la communication que vous avez faite au début. Oui, la communication. C'est ça, on a ouvert et on ferme derrière. Les gens n'ont pas eu l'habitude de se dire qu'on avait ouvert, on passe 2 mois comme ça. Un mois et puis une fermeture, c'est vrai que ça bouleverse déjà tous les plans de communication. Exactement. Et il faut s'adapter autrement. Exactement, il faut vraiment chercher autre chose. On a eu la chance, alors pas de chance, on vient d'ouvrir, on a droit à rien. Pas de chômage partiel, pas d'aide de l'État, rien du tout. C'est-à-dire qu'on se dit pendant 2 mois, on va gagner 0 €. On prend pas le risque, mais on n'a pas le choix que de se dire faut qu'on garde nos marketplaces ouvertes et qu'on aille quand même travailler. Donc là, on prend la décision de se dire on va travailler tous les lundis, mercredis et vendredis pour préparer les commandes et faire les envois. On réussit à passer cette période-là et on arrive en mai où on a la réouverture. Et là, du coup, on lance les chevaux au galop et on lance de l'événementiel, on fait notre pub vraiment comme il faut. La com, l'événementiel, exactement, tout ça. Exactement. Et tout en réussissant à maintenir et à faire attention de faire des événements toutes les après-midi. Par contre, on limitait à 10 personnes, toutes les tables étaient bien mises comme il faut. Les restrictions. Toutes les heures, on faisait sortir tout le monde du magasin, on désinfectait toutes les tables, on désinfectait les chaises, on désinfectait tout et on faisait re-rentrer les gens. Vous avez su au mieux, vous adaptez. Ouais, c'est ça, on s'est adapté. De toute façon, pas le choix. On s'est adapté, puis ça a commencé à aller mieux, de mieux en mieux. On a eu vraiment les ouvertures
d'ouverture, on pouvait accueillir autant de monde qu'on voulait pour l'été. Et du coup, on a pu organiser des gros événements. On a lancé nos tournois Yu-Gi-Oh! On a fait plus de 70 joueurs sur notre premier gros tournoi Yu-Gi-Oh! On a attiré du monde de partout en France. Il y a des gens qui ont fait 12 heures de route. Mais la communication que vous avez mis en place déjà avant d'ouvrir ce magasin, alors notre communication, ça a aidé quelque part un petit peu. C'est ça, notre communication, elle a été... j'ai compris il y a très longtemps qu'il fallait vivre avec son temps et s'adapter aux moyens de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre communication, déjà, est beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur mais Instagram, aussi, par exemple. Exactement, on est beaucoup sur Instagram. Instagram, oui, vous mettez sur souvent Twitter, de stories, des sondages, sur, des promos chaque jour. Tous les jours, on a des promos sur nos réseaux sociaux. Pas mal de jeux concours, de choses où on est proche des communautés, en fait. Sur Twitter, on demande vraiment comment vont les gens. On prend le temps de leur répondre. Ouais, c'est proche de sa communauté, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et on est aussi passé par des partenariats avec des youtubeurs et des streamers, se faire connaître en fait. Parce que notre but c'était d'exister au niveau local, donc sur Toulouse, mais on veut vraiment exister au niveau national. Et du coup, c'était la meilleure stratégie pour nous employés. Aujourd'hui, on a 3 partenariats avec des youtubeurs Yu-Gi-Oh! Okay. On a un partenariat avec un streamer Twitch. Pour YouTube, on a Obscurity, Draco77 et la Team Xseed. Et sur Twitch, on a Torino MTG qui organise des événements sur Magic. Et notre but, ça va être de continuer à soutenir ces partenaires pour qu'eux grossissent. Et nous, on a tout à gagner à continuer. Twitch, pour moi, c'est vraiment important. Et on passe des partenariats dans ce sens-là. Et notre objectif, c'est... Alors, on va pas prendre des partenaires infinites, mais avoir plusieurs partenaires qui visent des secteurs différents, toucher un maximum de population, mais qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'on a refusé des partenariats, pourtant de youtubeurs qui étaient plutôt gros, mais parce qu'ils n'avaient pas la mentalité qui se rapprochait de ce qu'on veut. On est des passionnés et on travaille pour des passionnés. On n'oublie pas que ça reste un commerce, c'est mon gagne-pain, c'est ce qui fait vivre ma famille, c'est ce qui permet à tous nos salariés de vivre avec leur famille. Donc j'oublie pas qu'on est là pour gagner de l'argent, mais on reste aussi des passionnés en fait. Et on aime partager ça avec les gens. Ben c'est super. Ça me passionne, cette vision des choses. Tu as quand même une vision assez structurée. Ça fait un moment que je suis dans le milieu. Comme je disais, j'ai commencé à toucher les cartes, j'étais au primaire. Bah oui. Moi, il y a quelque chose un point qui m'intéresse, dont ce serait intéressant de parler. C'est ce que représentent les jeux de cartes dans la société, dans votre communauté. Pourquoi et quelle forme ça prend cette passion pour vous, chez Asgard, et chez les joueurs? Pourquoi, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas ce milieu-là, qu'est-ce qui vous plaît? La stratégie? La collection? Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses. Pour moi, il y a 2 aspects sur les jeux de cartes, 3 aspects très distincts. Ça s'appelle des jeux de cartes à jouer et à collectionner, parce qu'effectivement, il y a cet aspect jeu, il y a cet aspect collection, et quelque chose que sous-estime tout le monde et que les gens ne se rendent pas compte, c'est l'aspect humain qui est autour. Moi, j'ai joué à, je vais pas dire à haut niveau, mais à semi-haut niveau, à Magic. Comme je disais, j'y ai passé beaucoup de temps. Je pense que je jouais plus de 30 heures par semaine à Magic. Quand même. Pour me lever les matins très tôt, pour partir sur des week-ends. Donc tout ça, ça restait de l'argent dépensé, de l'investissement dans la compétition. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce que je m'en souviens de ces moments-là, c'est pas les tournois que j'ai fait, c'est tous ces moments que j'ai partagés avec mes amis. Donc c'est pour moi on en revient à cette communauté quelque part. Ce jeu de cartes, c'est un lien social entre les gens. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui 90% de mes amis viennent du monde de la carte. Viennent du monde de la carte. C'est un monde à part entière. Pour revenir dessus, Magic, quand j'ai commencé, je jouais avec mon parrain. Donc c'était juste un amusement au début et c'est devenu un aspect collection parce que tous les mois il y avait de nouvelles cartes qui sortaient. On a tous commencé pareil à chercher des elfes, des dragons, on faisait des échanges dans la cour de récré, on se faisait escroquer par les grands, on achetait notre booster et remonte tes cartes. Ça je crois qu'on a tous connu se faire escroquer. C'est assez bizarre, ma rare elle a disparu. Donc c'est tous ces aspects-là en grandissant. Et moi, le jeu de cartes m'a accompagné tout le long de ma vie, et même encore parce qu'aujourd'hui c'est mon métier, mais tout le long de ma vie par différents aspects. Ça a été la collection, ça a été l'ouverture aux autres. Ça t'a fait grandir quelque part. Ça fait grandir parce que c'est un monde de passionnés. Totalement. Mais moi aujourd'hui, ça permet le contact. Je parle couramment anglais, pas parce que j'ai appris l'anglais à l'école. Je parle couramment anglais parce que j'ai dû me déplacer et qu'on s'est perdu un nombre de fois incalculable dans Londres ou aux États-Unis. Parce que certains de mes teammates ne savaient pas lire un plan. Et des histoires comme ça, on en a des milliards. Si on part à Londres faire un gros tournoi, un grand prix, on arrive là-bas, il est 23h, on arrive à l'hôtel, il est 3h du matin. Alors que l'hôtel était à 50 mètres. Mais parce que le gars prend la carte et nous fait faire des détours pas possibles. Et finalement, à la place de prendre le métro direct ou de prendre un taxi, il nous fait non mais si, c'est à côté.
Oui, c'est à côté. 4 heures de marche à pied dans le T'as appris l'anglais comme ça. Ah ouais, ça forge la vie. Ça t'a ouvert au monde, ouais. Ouais, mais c'est les rencontres. Ouais, les rencontres, j'ai c'est toujours important. ce souvenir d'un voyage qu'on fait où on part un mois en road trip aux États-Unis avec des potes pour faire plusieurs GP. Donc, GP, c'est Grand Prix. les Grands Alors Prix. ça s'appelle plus les Grands Prix maintenant, c'est les Magic Fest. Ouais. Mais je suis trop vieux. C'est des tournois. C'est des tournois, mais c'est des gros tournois qui réunissent entre 2-3 000 joueurs, et voire plus. Et du coup, on part faire un tournoi à Las Vegas, qui est le plus gros tournoi Magic jamais organisé pour l'époque. 10 000 joueurs principaux. C'était quand ? C'était en 2013. 2013, ok. C'était Modern Master 1. Et du coup, on part avec 4 potes, on prend l'avion, on décide de faire le tour des États-Unis parce que tous les week-ends, il y a un GP aux États-Unis. Et du coup, on arrive là-bas. Déjà, good story, on est 5. On arrive à la salle, tout est plus grand aux États-Unis. Alors, déjà, c'est la première chose qui, moi, me choque. Ils font pas dans le Ils petit, font pas dans la ils font dans le demi-mesure. grand, ouais. Et en fait, on arrive devant la salle et là, on voit une queue. Mais immense. Donc, il y a bien 2-3 heures de queue. Nous, en bon français, on gruge la queue. Ok. On rentre dans le bâtiment est immense. Et là, quelle surprise, une queue encore plus immense. Il y a bien 5 ou 6 heures de queue. Et en bon français, on gruge la queue. Et en fait, on arrive devant les inscriptions. Et là, il y a un de nos potes qui nous fait « Ah, mais fallait se préinscrire !» Il a même pas pu participer, du coup. Ah non, il a pas participé. Il est reparti. Ah, du coup, il a attendu dans la salle qu'on fasse notre tournoi tout le week-end. Et c'est ce genre de souvenir, en fait, que Magic ça crée. C'est terrible. Et du coup, l'histoire de là où j'en viens, c'est que du coup, on a une maman qui est juste à côté, qui est avec son fils qui doit avoir 13-14 ans, qui vient du Texas, et qui nous explique qu'elle a fait la route toute la semaine avec son fils pour l'amener sur le tournoi, mais qu'elle est un peu étrangère au monde, et qu'elle ne sait pas comment faire pour surveiller son fils, parce que c'est grand. Et du coup, on sympathise avec cette maman. Et du coup, notre pote reste avec la maman tout le week-end. Et nous, on prend le petit, on lui explique comment faire, on fait tout, on l'aide sur tout le week-end. Et elle finit par nous inviter à bouffer. C'est incroyable, ça. Ouf, mais non, mais en termes de... Ça t'a permis plein d'histoires, ce monde-là. J'en ai tellement à raconter. Quand je vois mes potes, on se rappelle de nos tournois. C'est ça, c'est plein de bonnes... de la rigolade dans tous les sens. Alors, il nous est pas arrivé que des trucs cool. Hein. Bien sûr. Il nous est pas arrivé que des Comme trucs dans cool. la vie de chacun. Les bons souvenirs qu'on en garde, c'est faire 6 heures de route pour aller sur un tournoi, arriver là-bas et s'apercevoir qu'on a oublié son deck à la maison. C'est une organisation hors norme, c'est une organisation. comme pour le magasin que tu as monté. Exactement. Il faut être du coup, je pense que le jeu de cartes, c'est tout ça. Il y a l'aspect compétitif sur lequel on va passer des heures, comme j'ai fait, des 30 heures par semaine, à vraiment s'investir dans le jeu. Quand on veut l'aspect compétitif, l'aspect à collectionner, ça va être rechercher ses cartes dans le meilleur état et en prendre soin et les garder. La beauté des cartes. Exactement, la beauté des cartes. Aujourd'hui, on voit beaucoup avec Pokémon, par exemple, une grosse communauté de collectionneurs, mais parce que ça a valeur. L'aspect pécunier, parce que ça reste un monde de collection, les cartes ont de la valeur, il y a de la vente, il y a de l'achat. Toutes les cartes ne valent pas de l'argent, mais il y a des cartes qui peuvent valoir beaucoup d'argent. Et du coup, ce qui nous profite à nous aujourd'hui. Et du coup, l'aspect social qui fait que ça soit pour les joueurs Yu-Gi-Oh, pour les joueurs Magic, pour les joueurs Pokémon, les gens qu'on rencontre et les histoires qui nous arrivent, qui font les souvenirs de toute une vie au final. Donc c'est ça ce que j'aime dans le jeu de cartes à collectionner. C'est la fin de cette première partie de l'interview pop culture avec Asgard. Nous aurons la seconde tout à l'heure, mais avant cette seconde partie, nous allons avoir l'interview sport avec notre invité Christophe Gallois, expert en Formule 1. On lance une petite page de pub et on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Maman, tu m'achètes le jouet s'il te plaît? Non mon chéri, tu as déjà trop de jouets à la maison, je ne peux pas te l'acheter. Maman, s'il te plaît! Je t'ai dit non. Me voilà, Captain Héroïque. Madame, enfin achetez le jouet à cet enfant, c'est une superbe figurine, Captain Héroïque. Waouh, c'est Captain Héroïque! Oh, il est vraiment super. Captain Héroïque, la figurine, 19,99€ seulement. L'émission des esprits multiples. Nous revoilà dans l'émission des esprits multiples et nous attaquons directement la prochaine rubrique avec le sport et en particulier la Formule 1 avec un invité, Christophe Gallois, rédacteur sur un site de Formule 1 qui s'appelle Turn One F1 et dont je fais aussi partie. Salut Chris, comment tu vas? Salut Sam, comment ça va? Bah ça va et toi, dis-moi? Bah moi ça va, tout roule, oui, entre collègues comme tu dis. C'est un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Oui, tout roule comme tu dis, bien sûr, parce qu'on parle de Formule 1.
C'est un bon petit jeu de mots que tu nous fais, Chris. Donc ouais, tout va bien. Je suis très content de t'avoir avec nous. Et voilà, Plaisir partagé. on va discuter de Formule 1, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, aussi pour ceux qui connaissent, pour présenter un petit peu ce sport. Et on va se régaler, mec. On va se régaler. Ouais, avec grand plaisir, je suis là pour ça et j'en doute pas. Donc prêt à parler de Formule 1 comme toujours. Ok. Eh ben écoute, on va tout de suite parler justement de Formule 1. Et pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire ce que c'est que ce sport? Voilà, l'histoire, la modernité aujourd'hui par rapport au passé peut-être. Voilà, ça peut intéresser ceux qui sont naïfs, non pas naïfs, ceux qui sont incultes peut-être de ce sport. Très bien. Bah, pour faire un petit récap rapide, la F1, c'est du coup, le sport automobile le plus réputé à l'échelle mondiale, du coup. Enfin, officiellement, le championnat existe depuis 1950, bien qu'il y ait eu des courses depuis les années 20 à peu près. Le sport existe vraiment officiellement et à grande échelle depuis 1950. C'est du coup le sport qui comporte le mythique Grand Prix de Monaco. Je pense que tout le monde Ouais. connaît. On a déjà entendu parler. En tant que Français, je pense qu'on connaît, et tout le monde se Oui. doit de connaître. Je pense que historiquement, c'est important. Surtout en tant que fan de sport et enfin, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, surtout qu'il a toujours été présent, sauf l'année dernière, qui est Ouais. exceptionnel. À cause du le Covid. Et en fait, la Formule 1, du coup, bah, c'est un sport qui, au-delà du contexte sportif et de la compétition, qui permet également le développement des voitures de série et des innovations technologiques que l'on connaît actuellement dans nos voitures ou même sur d'autres aspects qui sont même pas dans l'automobile. Donc, Mhm. c'est un sport qui a un peu un double intérêt à ce niveau-là. Du coup, ça fait on va dire 70 ans que la F1 perdure maintenant. 70 ans, et oui, 70 ans, ça passe vite. Mais bon, presque, comme tu dirais, un siècle que ça existe, même si c'était pas officiel dans les années 20. On a eu une saison, comme tu l'as dit, la seule saison où le Grand Prix de Monaco n'était pas au calendrier, c'était l'année dernière à cause du Covid. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un petit peu de cette saison particulière qu'il y a eu et le retour à la normale avec un calendrier normal qu'il va y avoir cette année? Alors, ouais, ça a été une saison particulière, mais je pense que ça a touché tout le sport de manière générale et même tout le monde finalement. L'ère Covid a tout bousculé puisqu'on a eu une saison finalement sur 6 mois au lieu de 9, Ouais. avec beaucoup de péripéties. Il y a eu des grands prix sans spectateurs, il y a eu des grands prix avec un peu de spectateurs, etc. Il y a C'est un peu surtout eu, compliqué. il y a surtout eu une réduction de Grand Prix par rapport à la normale. Ouais, c'est clair, il y a eu 4 grands prix de moins. Après, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal tirés à ce niveau-là, Ouais. parce que la saison a quand même été hyper intense. Très intéressante. Exactement, ouais, très intéressante. On a vu des trucs. Cette saison a été quand même bousculée par le Covid, mais aura aussi permis de voir des choses assez inédites et peut-être que ça amènera des nouvelles choses aussi. Mais après, on n'en est pas vraiment sorti, Non, parce bien que sûr. cette année, le Grand Prix d'Australie qui a déjà été reporté. Oui, Donc, il était il y a eu prévu pour ouvrir la saison en mars et il a été repoussé à novembre, il me semble. Ouais, exactement, exactement. Donc, c'est déjà un premier chamboulement dans la saison. Mhm. Pareil pour les essais d'Espagne, de pré-saison, ils ont Oui. été mis à Bahreïn finalement. Donc, Oui. il y a déjà des petits côtés qui commencent un petit peu à bouger et tout, par-ci, Bien sûr. par-là. Mais on peut noter quand Ça même reste à surveiller. que le calendrier revient à la normale par rapport à l'année dernière, avec le record de 23 grands prix sur une saison, ce qui n'était jamais arrivé dans la Exactement. F1, et c'est 6 grands prix de plus que l'année dernière tout de même. Ouais, ça va être une saison très très riche. Je pense Mm. que là, on touche au maximum de ce qu'on pourrait voir. 23-25, ce serait vraiment le max qu'on pourrait voir sur une saison. Parce que ça demande énormément de ressources et ressources humaines, de Oui, voilà. matériel, etc. Donc, Et ça va demander énormément de ressources. Ça correspondrait à parfois un Grand Prix toutes les semaines et ça va être très éprouvant, un calendrier à 23 exact. dates. Bah ouais, surtout qu'il y a des nouveaux grands prix qui s'installent. Je pense à Exact. l'Arabie Saoudite maintenant. Mhm. Enfin, il y a plein de nouveaux pays qui viennent. Et en fait, il y a de plus en plus de déplacements. Donc, c'est de plus en plus à la fois coûteux, mais fatigant. Donc, je pense que là, on touche quand même au maximum. Et ça va être une saison qui va être intense, mais très longue. Eh oui, intense, très longue, mais très intéressante. Et notamment, cet intérêt est amené par le pilote que tout le monde connaît dans cette génération de la Formule 1, c'est Lewis Hamilton de l'écurie Mercedes qui depuis 2014, il faut le dire, domine le championnat constructeur. Le championnat constructeur, en fait, c'est les écuries voilà, qui sont récompensées. T'as le championnat pilote et le championnat
constructeur. Et Mercedes, donc l'écurie de Lewis Hamilton, remporte le titre constructeur depuis 2014. Lewis Hamilton, champion en titre depuis 2014, sauf en 2016. Et cette saison, ça va peut-être être celle de son 8e sacre. Et il pourra donc dépasser le record de Michael Schumacher. Chris, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Incroyable. Bon, il y a eu des saisons pénibles, il faut le dire. Bien sûr. Mercedes écrase complètement la concurrence depuis l'ère hybride qui a été instaurée en Formule 1 depuis 2014, du coup, comme tu l'as dit. En plus, la fois où il perd le titre, c'est pour son coéquipier Rosberg. Et Donc, oui. et il échoue pour, je crois, 9 ou 8 points à la fin, qui est quelque chose d'assez anodin. Sur une saison qui avait été, pour le coup, passionnante. Mais c'est sûr que là, cette année est hyper importante pour lui parce que Pour lui, pour bah, la il a Formule déjà 1. réussi. Ouais, pour l'histoire de la F1, hein, bien évidemment, parce qu'il pourrait être l'ultime champion du monde avec 8 titres. Plus avant que quelqu'un puisse le rattraper, parce que là, sur la grille, il y a très peu de champions du monde. Mhm. Donc, il faudra vraiment du temps. Mais non, Mercedes a fait le travail et était tellement en avance justement sur les technologies et avant-gardiste sur le moteur hybride que ça fait du coup presque une décennie qui domine tout. Après, attention, à voir, il y a Bien sûr. quelques points d'interrogation sur une saison, c'est jamais joué. On ne sait pas ce qui peut arriver. Bien Il sûr. y a plein de choses qui peuvent se passer en Formule 1. Surtout quand Et il y on a voit des- oui. Surtout quand on il y a voit des les jeunes loups qui essais, arrivent. il y a des jeunes loups qui arrivent, évidemment. Voilà, 3 rookies cette saison. Et il y a surtout eu ces tests de pré-saison à Bahreïn, où Mercedes s'est montré assez désavantagé quand même, avec un train arrière de la voiture qui galérait fortement. Lewis n'a pas fait beaucoup de tours à Bahreïn. Bah, c'est le point d'interrogation. Alors, il faut faire attention à Mercedes, très, très bon jeu de comédien dans Bien l'écurie sûr. allemande, mais c'est vrai que cette année, par rapport à leurs propos, les visages qu'on a vus, voir Lewis Hamilton en difficulté comme ça, c'est très, 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 très rare. Donc, je vais pas tirer de conclusion hâtive. Il se peut que du coup, dans une semaine et demie maintenant, il arrive à Bahreïn avec une avance considérable. Mais il faut quand même faire attention parce que Red Bull, ils ont l'air d'être là avec le jeune Max Verstappen qui est vraiment la relève, fait partie, il a une voiture performante, Bien donc sûr. faudrait faire attention à pas se faire piéger justement par ce genre de choses. Mais ça pourrait amener un petit peu de piment dans la saison justement. Ça pourrait amener un petit peu de piment, Et bien sûr. Voilà, ça pourrait relancer un petit peu l'intérêt qui se perd un peu au fil des années avec cette c'est domination ça. de Mercedes. Bah, Mais en même temps, l'intérêt grandit pour d'autres points, mais c'est vrai que sur le championnat, moins. C'est sur ça le qui pose championnat, problème. moins. Mais en même temps, on a tous presque envie, j'ai envie de dire, de voir Lewis Hamilton remporter un 8e titre et dépasser Michael Schumacher. Je sais pas si on en a tous envie, mais en tout cas, beaucoup, non. Beaucoup en ont envie, ouais, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça reste un moment d'histoire pour le sport en général. Là, on dépasse le cadre de la Formule 1. Exactement. Voilà, ce serait historique. Et justement, Exactement. à ce propos, Lewis Hamilton qui peut dépasser le titre de Schumacher, le record de titres de Schumacher, pardon. Et il y a une grande recrue sur ce plateau quand on parle de Schumacher. C'est son fils, Mick Schumacher. Évidemment. Voilà, qui arrive dans l'écurie Haas du haut de ses 22 ans, qu'il aura le 22 mars. Donc oui, il n'a pas encore 22 ans. Chris, il vient d'où ce pilote? Outre le nom de son père. On attend quoi de lui pour cette première année? Alors, Mick, qui est forcément très suivi par son nom et jugé beaucoup à travers ça. Déjà c'est toujours un petit peu particulier quand un fils de pilote, surtout réputé comme lui, arrive en Formule 1. Il y a forcément des énormes attentes. C'est comme si dans une vingtaine d'années, le fils de Lewis Hamilton venait arriver en F1, quoi. Clairement. Enfin, Clairement. Après, c'est une saison, on va être très honnête, qui s'annonce très difficile pour lui. Je doute des performances de la voiture. Voilà, l'écurie Haas qui est sur la perdition depuis 2-3 saisons. Voilà, exactement, qui connaît beaucoup de difficultés à la fois financières, puis en compétition, qui a été assez mal géré jusqu'à présent. Donc, il arrive dans une situation qui est franchement pas idéale pour un rookie. Après, d'un côté, mieux vaudrait peut-être qu'il arrive dans cette situation-là parce que là, personne ne va rien attendre de ses performances. Il est voué à jouer le bas de tableau et personne ne vrai. peut s'attendre à ce qu'il joue la victoire. Que si, dès sa première saison, il devait jouer la victoire et que ça venait à pêcher, ça pourrait peut-être le griller un peu plus. Après, il a fait ses preuves. Je veux dire, il sort quand même champion de Formule 2. Alors, Voilà, une Formule grosse 2, pour saison. ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la catégorie en dessous de la Formule 1. C'est les jeunes pilotes qui se battent pour acquérir un baquet du coup en Formule 1, tout simplement. Donc, il est quand même champion. Mine de rien, ça signifie quand même quelque chose, hein. Il y a rarement eu des champions qui ont été décevants derrière. Clairement, un grand potentiel, voilà, un avenir radieux.
Mais bon, le seul il a baquet du disponible, potentiel. c'était chez... Voilà, du potentiel, mais le seul baquet disponible était chez As. Il va faire À ce ses moment-là, armes. ouais. Il va faire ses armes, et puis on va voir comment il évolue en Formule 1 par la suite. Exactement. Après, il a quand même, par son nom un petit peu quand même, un avenir, je dirais pas tracé, mais c'est vrai c'est quand même protégé de la Scuderia Ferrari, donc Voilà. l'écurie mythique de son père. Binotto a quand même ouvert la porte à son arrivée en 2023 dans l'écurie. Mattia Binotto, c'est l'ingénieur l'ingénieur. en chef de chez Ferrari, le directeur d'écurie plutôt, pardon. Exactement, le directeur d'écurie de Ferrari, qui a quand même évoqué ça avant même que la saison commence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un projet qui est bâti autour de lui. Mhm. Donc, ça reste intéressant et enfin, c'est un jeune en devenir. Il faudra le suivre et il faudra pas que se fier à son nom parce que je pense qu'il a quand même du talent. Écoute, du talent, il y en a en Formule 1, il y en a, et notamment chez les Français, parce que il y a 2 Français cette année en Formule 1. Romain Grosjean a pris sa retraite pour la Formule 1. Il continue en IndyCar, le championnat américain de monoplace. Mais on garde 2 jeunes Français en Formule 1. Pierre Gasly chez AlphaTauri, qui a remporté sa première victoire l'an dernier en Italie. Et Esteban Ocon chez l'écurie française Alpine, anciennement Renault. Alors Chris, ils en sont où ces pilotes et on attend quoi d'eux cette saison? Ouais, du coup, oui, je vais rebondir d'abord sur le cas Grosjean. C'est dommage qu'il ait Oui, terminé sa carrière de cette façon-là. bien sûr, un Sur accident, on un le rappelle, accident. à Bahreïn, oui. Ouais, je pense que tout le monde a vu également, parce que là, pour le coup, ça a vraiment fait le tour de la planète. Mais ouais, c'est dommage de finir, pour lui qui était un peu le Français emblématique de ces 10 dernières années, de finir Oui, sa carrière comme ça. ça reste quand Pour même revenir 10 podiums, ça reste 10 podiums. ouais, 10 podiums, il faut les faire, hein, Et mine oui, de rien. bien sûr. Mais du coup, pour revenir sur nos Français actuels, Pierre Gasly, forcément le plus en vue des deux. Mhm. Du coup, qui est un pilote Red Bull à la base, qui a connu une carrière jusqu'à présent mouvementée, mais qui a fait une super saison de 2020. Oui. Lui, clairement, Ah oui, oui. cette saison lui aura plus que réussi. Et quelle victoire à Monza! Ah oui. Après 24 ans après la dernière victoire française, j'étais même pas né. Euh, Donc, non, c'était sur un Grand Prix incroyable, enfin Oui, des émotions et tout. c'était fou. Et c'était l'heure de la confirmation, en fait, pour lui qui était très critiqué dans l'ombre, un petit peu et tout. Et il renaissait de ses cendres un peu. C'est ça, oui. Cette saison, Et, c'était et, vraiment la renaissance, oui. et vraiment, pour le coup, là, maintenant, il fait partie des pilotes qui sont clairement suivis et en vue par la plupart du paddock. Donc, Mhm. c'est clairement un gros espoir français sur lequel il va falloir miser les prochaines années. Ouais. Et de l'autre côté, chez Alpine, on a Esteban Ocon. Mhm. Lui aussi a connu une carrière un peu compliquée, des hauts, des bas. Pilote rapide, mais qui a du mal à confirmer quand même. Qui souffre de ses coéquipiers, qui souffre souvent un peu malchanceux, etc. Mais Bien sûr. ça reste un talent à surveiller. Il faut pas oublier qu'il a quand même fini sur une belle fin de saison avec un beau podium à Sakir, Ouais. donc à Bahreïn, là où il va y avoir la course d'ouverture de la saison. Voilà. Le Et 27-28 mars, on rappelle. voilà, exactement. Non, c'est intéressant surtout que Esteban Ocon, enfin, c'est voir un Français dans une écurie française, c'est toujours symbolique, quoi. Je veux dire, Mhm. ça Clairement. rappelle les belles années d'Alain Prost, par exemple, qui était chez Renault, donc à un moment donné, donc c'est beau. Et puis là, cette année, en plus, il fera équipe avec Fernando Alonso, le double Double champion du monde. En Ça lui- 2005-2006, il a été champion du monde, Alonso. Avec Renault, donc Alpine, hein, parce que c'est la même entité. Donc il aura une nouvelle fois une pointure face à lui. Maintenant, ce sera à lui de montrer qu'il est capable de montrer tout son talent, tout son Voilà. potentiel. Après, j'avoue que si il venait à faire une saison décevante, il y aurait quand même des questions à se poser sur son futur Il y en aurait des Formule 1. questions à se poser, bien sûr, surtout qu'il y a les jeunes en F2 qui tapent à la porte et qui Bah ouais, ont besoin d'un quelques baquet. Français. Donc c'est un peu une saison où Esteban Ocon doit confirmer et où il doit avoir de belles performances. Après, de mon point de vue, sa saison 2020 a été assez encourageante parce qu'il a eu beaucoup beaucoup enfin de problèmes techniques. Il a des circonstances atténuantes. Voilà, bien il, sûr. il a montré des choses quand même très intéressantes. Il a eu manqué de chance, donc c'est pour ça il faut pas l'enterrer. Ouais. Loin de là, ça reste quand même un talent Mercedes à la base d'ailleurs. Mhm. Mais il faudra quand même qu'il fasse attention parce que derrière ça pousse fort. Derrière ça pousse très fort Ça et pousse. il va falloir qu'il se mette tout de suite dans le bain. Il n'aura pas d'excuses cette année, pardon. Clairement. Donc voilà, on va suivre un petit peu tous ces pilotes cette saison. Voilà, Lewis Hamilton peut-être pour un 8e sacre. L'évolution des Français, Pierre Gasly, Esteban Ocon, qu'est-ce que leur saison va donner? Le petit nouveau Mick Schumacher, on va voir comment se débrouille le fils du septuple champion du monde. Et Chris, pour terminer un peu le tout,
on va parler d'un sujet qui ne va pas concerner la saison de l'année prochaine, mais on va parler d'un petit sujet politique interne à la F1, qui est la dimension écologique. Car il y a un championnat qui prend de plus en plus d'importance et qui s'appelle la FE, avec des monoplaces électriques. La Et Formule E, ouais. la Formule E, voilà. Et toi, Chris, qu'est-ce que tu penses de la Formule E? Selon toi, comment la F1 se positionne écologiquement et c'est quoi son avenir écologiquement? Je dirais que c'était bien parti. Parce qu'en fait, la Formule 1 a tout simplement créé un championnat de monoplaces électriques. Donc voilà, pour un but écologique et montrer qu'on pouvait faire des belles courses avec ce genre de Une moteur. belle initiative, donc. Et puis en fait, la FE aussi, était aussi le côté où les constructeurs venaient. Donc il y avait quand même des beaux noms. BMW, Audi, Mercedes, là, Il y a qui est arrivé. Mercedes, actuellement, oui. Ça a ramené des constructeurs qui, en fait, la FE a pour but de développer les batteries. C'est le premier but de la Formule E. Je parlais tout à l'heure des innovations qui ont été créées dans nos monoplaces, mais la Formule E a pour but de développer ses batteries. Alors, c'est un championnat qui reste intéressant parce que c'est sympa, il y a de la course, il y a quand même des bons pilotes. Le côté qui me dérange un peu sur la Formule E, c'est que c'est beaucoup de promesses pour des résultats jusqu'à présent qui sont quand même moyens. Il y a quand même un rapport à la course qui, moi, me parle moins. Oui, Même oui, si je je comprends. regarde énormément, je rate très rarement un Grand Prix de Formule 1. Bien sûr. J'ai même assisté à Paris, donc c'est toujours un plaisir. Mais il y a un côté en Formule 1 qu'ils ont voulu instaurer comme si c'était fun, alors que pour moi, ça reste de la compétition. Et il y a ce côté-là, moi, qui me dérange un peu. C'est comme si c'était pas vraiment pris au sérieux. Oui, Enfin, ok, oui. il y a une petite ambiguïté là-dessus. Et franchement, la FE a été vendue comme le produit qui allait remplacer la Formule 1 dans les prochaines années. Et j'y crois vraiment très, 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 très peu. Eh ben, parce Vraiment, qu'elle prend pas cette ampleur qu'elle voudrait prendre en participant en donnant une C'est ça. réponse écologique. Pourtant, sur le papier et objectivement, la FE répond plus aux problèmes environnementaux aujourd'hui que la Formule 1. La Formule 1, faut Alors. se dire quand même qu'il va y avoir 3 grands prix qui vont s'enchaîner. Ça va être Monaco, Canada, France. C'est quand même une aberration écologique. Clairement, oui. En fait, le problème là, ce qui me fait peur avec la Formule 1, c'est que les constructeurs disparaissent du coup. Parce que Mercedes reste, mais Ferrari qui devait s'y engager ne le fera jamais. Ou pas pour l'instant du moins. BMW est parti. Audi est parti. Il y a des inquiétudes et des points d'interrogation. Parce que c'est-à-dire que les moyens ne sont pas mis pour que ces constructeurs-là restent en fait. Porsche doit rester, je crois, mais je suis pas sûr de ce que je dis. En fait, il y a eu des grosses promesses, mais les moyens n'ont pas été mis derrière pour ça. Et il faut le dire, je pense que l'aspect circuit en ville et la manière dont c'est présenté en Formule 1 déplaît fortement au spectacle et du coup aux sponsors. Ça sert absolument pas le spectacle et ça déplaît aux fans de Formule 1. C'est-à-dire qu'il y a un manque de moyens quand même par rapport à cet engagement politique qu'a la Formule 1, de l'ampleur de ce que ça représente. Bah, clairement, c'est-à-dire que pour un projet aussi conséquent que ce qui a été annoncé, je suis pas sûr que les moyens. Alors, soit ils ont été sous-estimés, soit ils n'ont pas été mis comme ce qui a été prévu à la base. Mais il y a quelque chose qui s'est pas tout à fait passé. La F1 renaît un peu de ses cendres aussi en termes de visibilité. C'est un sport qui, via notamment ce qui s'est passé avec Netflix, la nouvelle. Oui, Drive Enfin, to la série Survive. sur Netflix. Oui. Exactement, que je conseille à tout le monde de regarder parce que c'est vraiment génial. L'intérêt grandissant de la F1 et puis justement, pour le coup, la F1 qui a des moyens colossaux, qui va justement, dans les prochaines années, améliorer son côté carbone. Alors, cette année, c'est une aberration. Après, il y a des contrats qui sont mis sur les circuits, etc., pour telle ou telle date. Et vu que les saisons se resserrent, parce qu'il y a de plus en plus de circuits, qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent avec le Covid et tout, c'est vrai que le Monaco-Canada-France est pas fou. Non, c'est clair, on est d'accord que c'est pas l'idéal. Après, C'est voilà, clairement pas- pourquoi ces choix-là, voilà, ça on n'a pas les réponses, nous. Bah, ça, c'est c'est en interne, Voilà. c'est des discussions qui sont prises. C'est qu'il y a des raisons, c'est des histoires de calendrier pour telle ou telle chose. Mais l'année dernière, c'est ça sûr devait que c'est quand même dommage. être la même chose. Donc l'excuse Covid n'entre pas en compte. Donc, Il y a quelque chose à modifier à ce niveau-là. Par contre, la F1 vise en 2030, les moyens vont être mis en place pour que tout ce qui est déplacement, manutention et logistique revienne à 0 coût de CO2 et que ce soit uniquement la course en soi, donc une fois que les moteurs tournent, du coup ça polluerait, mais ça polluerait nettement moins et je pense que tout l'attrait logistique de la F1 est beaucoup plus polluant que la course en elle-même, par exemple. bien sûr. Autre Mais, point qu'il faut prendre en compte, et je termine là-dessus, c'est que dis-moi. pour qu'on se rende compte un petit peu de la dimension que ça a, mais le Tour de France, qui se déroule sur un mois de compétition, pollue plus à lui tout seul que la saison entière
la Formule 1. Et ça, c'est des choses qu'il faut quand même savoir. Tu l'as chopé Donc, où le cette, vélo. tu l'as chopé où Le cette vélo. statistique là? J'étais tombé sur un article là-dessus sur internet qui était très intéressant. Je remets pas Mais, en doute tes sources, hein, mais c'est vrai que ça m'a Mais- surpris. Ça m'a surpris pareil, et en fait, je me suis dit comme quoi on nous vend le vélo comme écologique, mais parfois il faut se méfier des apparences. Mais bien sûr, mec, les tours de caravane avant que le Tour de France passe polluent énormément. Il y a toutes les voitures, tout ce qui est mis Bien en sûr. place pour le Tour de France et tout, c'est dingue. Après, c'est pas une critique que je fais au Tour de France, c'est juste pour qu'on se rende compte un peu de l'aspect et des choses. Parfois, on a tendance parfois à grossir ou à rétrécir certaines choses, donc c'est pour Mhm. mettre en parallèle en fait. C'était bien d'avoir ton avis sur la FE et sur la Formule 1. Et je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets globaux, on va dire, et intéressants avant cette saison de Formule 1, Chris. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, voilà. Grand plaisir, De plaisir parler de partagé. Formule 1, c'était top. C'est toujours un plaisir de parler de Formule 1. Et ben c'est toujours un plaisir pour moi aussi de parler de Formule 1 et de parler avec toi, voilà. Parce que dans un la grand vie, merci. parce que dans la vie on est amis. Voilà. Évidemment. Merci Chris. On se dit à Bah, bientôt. merci à toi, à bientôt, et c'est quand tu veux, on remet ça. Merci. Ciao ciao. Merci à tous. On va marquer maintenant une petite page de pub avant de se retrouver pour la suite de l'interview avec Asgard TCG. À tout de suite. Tu en as marre de vomir en soirée? Tu dépenses trop d'argent dans la boisson sous l'air Covid? Nous avons la solution. Avec la pastille anti-vomitive, fini les petits tracas d'estomac et d'argent. Tu ne vomiras plus et la pastille coupera ta soif. La pastille Gerblax, 2,99€ chez tous les marchands de journaux. L'abus d'alcool et de pastilles est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Rendez-vous sur www.boireetvomir.fr. Tu veux visiter la Tanzanie de manière simple et efficace? Viens dans notre agence de voyage Tanzania Travel. Des petits prix pour toute la famille pour visiter ce beau pays d'Afrique. Tanzania Travel, tu ne te sentiras plus jamais seul. Rendez-vous sur notre site internet. L'émission des esprits multiples. Nous revoilà dans l'émission des esprits multiples, j'espère que la pub vous a plu et on va tout de suite attaquer la deuxième partie de l'interview pop culture avec Asgard TCG. Allez, c'est parti. L'interview pop culture Asgard TCG. L'aspect social qui fait que ça soit pour les joueurs Yu-Gi-Oh, pour les joueurs Magic, pour les joueurs Pokémon, les gens qu'on rencontre et les histoires qui nous arrivent qui font les souvenirs de toute une vie au final. Donc ouais, c'est ça ce que j'aime dans le jeu de cartes à collectionner. Ça reste dans une communauté qui est pas forcément accessible à tout le monde déjà de Ah base. ben ça c'est comme toutes les passions. un Comme petit toutes peu. les passions, bien sûr. Exact. Ça me fait dire qu'il y a certains, du coup, qui sont vraiment étrangers à ce monde Ouais. et qui peuvent avoir une vision biaisée, négative, barbante peut-être du monde. Ouais. Et, C'est très facile, ça je peux vous présenter ma mère. C'est exactement Voilà, c'est ça. ça. Même les proches, il y en a certains mais qui voilà, comprennent non. pas. Le jeu de cartes, il y a beaucoup d'a priori. C'est ça. En quelques mots, tu vois, qu'est-ce qui pourrait pousser ces personnes-là à s'intéresser? La stratégie, la collection, c'est On va être honnête, l'argent. 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 Ah, Non, on le voit beaucoup. En fait, je dis ça parce qu'on le voit beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'articles dans les grands journaux qui parlent de cartes Pokémon qui valent des milliers d'euros. Et en fait, on voit beaucoup de parents débarquer à la boutique pour nous dire « Oh, je suis sûr que mon fils, il a des millions d'euros dans ses cartes !» Oui mais non madame. Par contre on prend le temps d'expliquer aux gens et de les informer et c'est fou le nombre de parents surtout parce que c'est surtout cette population là au final qui leurs enfants jouent à Pokémon, jouent à Yu-Gi-Oh, jouent à Magic et ça j'ai l'impression que c'est toutes les générations. C'est-à-dire que moi je l'ai vécu il y a 20 ans avec ma mère, elle a jeté mes cartes un nombre de fois incalculable. Mais ça arrive, enfin cette histoire ça arrive, je pense que ça arrive à tout le monde oui. où les parents ne comprenant pas que ça peut valoir de l'argent, on en est là. Donc ils rentrent pour ça, et il suffit de prendre le temps de leur expliquer en fait, de partager la passion. Ils viennent pour se dire, ah ben j'ai vu dans le Figaro que Dracofeu ça valait 450 000 €, du coup Mais moi une aussi j'ai certaine carte Dracofeu. Voilà, mais il faut leur expliquer que c'est pas toutes les cartes, que l'état des cartes c'est primordial, mais par contre qu'il y a beaucoup d'autres cartes qui valent de l'argent, et voilà, mais que c'est plus un vecteur social, c'est-à-dire qu'autant je l'explique aux parents,
autant quand j'explique aux enfants qu'il faut faire attention à la collection, je ne parle jamais d'argent en fait. Parce que pour moi, le côté financier, c'est pas mal simple, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre plus tard. Aujourd'hui, ce que les enfants ont envie, c'est d'échanger leurs cartes, et ça, faut l'expliquer aux parents. C'est être dans la cour de récré, revenir à cette passion. Pourquoi ils achètent des cartes, c'est pas pour l'argent de base. Exactement. Parce que déjà, ils dépensent de l'argent pour en acheter, c'est ça. Et ils y jouent, et c'est qu'est-ce qui peut amener... possession. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait rentrer les gens dans la carte, c'est ça, parce qu'ils ont cet œil extérieur. Et un petit peu comme une maman qui va entendre parler de Fortnite, va se dire « Ah, ben il y a des jeunes qui gagnent des milliers d'euros à jouer à Fortnite ou des millions d'euros à jouer à Fortnite, mais sans savoir ce que c'est. » Sans savoir que c'est des heures d'entraînement, que c'est vraiment... alors oui, dans l'Union, on les appelle les boomers, mais c'est juste des gens qui connaissent pas, qui savent pas de quoi ils parlent. Et c'est vraiment cette population-là. Et voilà, c'est un phénomène c'est pas un phénomène de mode, parce que ça existe depuis tellement longtemps. Ça dure. Pokémon, ça fait 25 ans. Magic, on approche des 30 ans. Magic, 93, ça existait. Ouais, 93. C'est sorti aux États-Unis en 93. C'est arrivé en France fin 93, début 94. Les premières éditions en français sont arrivées en 94. Donc vraiment, il y a vraiment eu cet engouement autour du jeu de cartes. Je pense qu'aujourd'hui, le joueur de jeu de cartes, c'est monsieur tout le monde. C'est plus l'idée qu'on se faisait il y a 20-30 ans, un peu comme le rôliste du vieux barbu qui joue au fond de sa boutique. Le rôliste, c'est par rapport au jeu de rôle. Ouais, c'est ça, au jeu de rôle. Qui sont des milieux un petit peu similaires. Je me rappellerai toujours quand j'allais dans mes premières boutiques où les salles de jeu étaient toujours au fond. Parce que on veut pas montrer les barbus, ça fait peur au moment. Alors qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le joueur de Pokémon, le collectionneur de Pokémon, il a 30 ans, il a 20 ans, il a 5 ans, ils ont tous la même passion en face de moi. Ils ont grandi et avec ils ça. ont les mêmes étoiles dans les yeux qu'on en parle. Donc c'est ça. Je pense que pour les gens qui connaissent pas, il suffit juste de réussir à passer cette barrière de dire c'est que du carton. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est comme un timbre, c'est des objets de collection et c'est une passion. Voilà. Mais, tu vois, ça me rappelle, moi par exemple, très récemment, j'ai investi pas mal dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et les premiers retours que j'ai eu, c'est mais t'es fou, t'as dépensé beaucoup d'argent pour des cartes, tout ça. Les gens comprennent pas forcément cet investissement parce que pour eux, ça reste du matériel cartonné. Alors, ouais, non, mais c'est ça. Comment l'expliquer ça, voilà. Très facile. C'est. Moi, j'ai rencontré ma femme il y a 3 ans, elle est pas du tout du milieu. Et sauf que moi, je faisais déjà ce métier-là. Et c'est hyper représentatif parce que moi, quand je l'ai rencontré, il a fallu que je lui explique que mon métier, c'était de vendre des cartes Pokémon, que je gagnais de l'argent en vendant des cartes Pokémon. Alors là, c'est le challenge. Elle travaille à l'hôpital, donc c'est un métier concret, sérieux et tout. Oui. Et moi, c'est ça, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, moi, je vends des cartes Pokémon. Voilà, très bien. Donc, elle a réussi à comprendre. Elle m'a dit oui, on est fiancés aujourd'hui, mais et ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est casser la barrière des gens de se dire ah mais t'as mis 500 € dans une carte. Oui, mais elle les vaut. C'est un objet de collection. C'est un objet de collection. C'est un objet de collection. C'est une passion. C'est comme ceux qui jouent aux jeux vidéo. C'est ça. Mais là, on met tous les incompris. Mais ouais, c'est ça, c'est comme les timbres, parce qu'on a un tableau. J'ai envie de dire Picasso ou Magic, même combat. Hein, c'est ça reste de la collection et de la passion et de l'art pour les gens en fait. Donc oui, l'art c'est abstrait, donc tout le monde ne comprend pas qu'on puisse s'investir dans l'art, mais ça apporte tellement de bonheur aux gens. Voilà, comme t'en as parlé. C'est de raison de vivre, ouais, c'est comme ça. Pour les passionnés de sport aussi. C'est exactement ça. Chacun ses affinités. Voilà, c'est une passion, tout simplement. Donc le jeu de cartes, un véritable commerce. Et est-ce que pour toi, malgré cette popularité du jeu de cartes, tout cet argent qu'il y a autour, est-ce que la communauté, tu la vois se renouveler souvent? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrants? Ouais. Alors moi qui viens du milieu Magic, ce qui est bien, c'est que les jeux de cartes évoluent avec le temps. Moi je viens de l'ère, on nous appelle comme ça, mais des dinosaures. C'est-à-dire les joueurs qui étaient là il y a déjà 10 ans. Ouais, les premiers joueurs. Le premier c'était il y a 20 ans, 30 ans. Ah oui, 93, oui, je le calcule. Mais du coup, je fais pas partie de l'ère des dinosaures, mais je connais les dinosaures du milieu. C'est pas péjoratif, c'est pas méchant, c'est juste qu'ils sont là depuis longtemps et qui continuent à taper le carton. Magic, Yu-Gi-Oh, tout ça ont su se renouveler, ont trouvé du public, qui ont amené de nouvelles communautés. Aujourd'hui, je pense que les communautés n'ont jamais été aussi grosses, que ça soit Twitch, que ça soit YouTube, le nombre de streamers, de youtubeurs qu'on voit faire du Yu-Gi-Oh, du Magic, on a Duel Links pour Yu-Gi-Oh, on a Magic Arena, on a vraiment des plateformes qui permettent de rassembler plein de personnes. Les plateformes déjà ça aide beaucoup à développer cette commune. Et donc tout ça, tous ces influenceurs font leur métier d'influenceur. On connaît tous Yu-Gi-Oh parce qu'on a tous déjà vu le dessin animé, on a tous le générique en tête en fait. Et pour moi, les jeux de cartes, c'est un peu comme une drogue. Je m'explique quand je dis ça, on a beau arrêter, on finira toujours par y remettre le doigt. Peu importe le temps de pause qu'on prend,
je vais arrêter Magic pendant 10 ans, puis un jour je vais revoir un booster, je fais tiens, un booster Magic, ça me rappelle des tes souvenirs. cartes. Exactement, on va refouiller dans ses cartes et puis c'est reparti. Et puis il y a les pères qui du coup commencent à jouer avec leurs enfants, tout ça en fait. Donc ouais, la communauté se renouvelle tout le temps. Oui, puis Il y a même des les nouveaux marques, jeux de les marques font aussi que ça se renouvelle. Exactement, et puis il y a de nouveaux jeux de cartes aussi qui arrivent. Ouais. C'est Digimon récemment. ouais, il y a Digimon récemment, il y a Dragon Ball Super récemment, et c'est des jeux de cartes qui fonctionnent. Mais aujourd'hui, Digimon, que ça soit les Américains ou les Européens, le jeu s'arrache en fait. Ouais. On n'arrive pas à avoir de stock, on n'arrive jamais. Enfin, dès qu'on a des boîtes, elles sont vendues à un claquement de doigts. Et c'est des joueurs qui ne jouaient pas forcément au jeu de cartes. C'est pas un joueur de Magic qui s'est mis à Digimon. C'est un joueur de rien du tout qui aime la licence Digimon et qui va commencer le jeu de cartes. Le seul problème, c'est que du coup, quand on rentre dans un milieu de jeu de cartes, l'aspect financier qu'on s'attendait à se dire c'est du carton. Et Pourquoi est-ce que mais cette carte elle est trop forte, mais ça vaut 500€. Non mais c'est qu'un bout de carton. Oui, mais moi ça me choque pas parce que je suis dans le milieu, les nouveaux ça les choque. 1 ou 2 ans plus tard, ils ont l'habitude maintenant. Voilà. Puis t'as ces joueurs nostalgiques peut-être aussi, parce que ces licences prennent de l'âge, Exactement, mine de rien. C'est que ça soit pour Magic, pour Pokémon ou pour Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, ressembler du rétro. Pour Pokémon, un petit peu comme je disais tout à l'heure, les influenceurs ont fait que. On a Logan Paul récemment qui a dépensé des fortunes dans des boîtes. Forcément, faisant partie des plus gros influenceurs YouTube aux États-Unis, ça s'est propagé à tous les petits YouTubeurs, qui s'est propagé aux plus petits, qui s'est propagé aux plus petits. Tout le reste du monde a vu que Pokémon s'est explosé à cause de Logan Paul, à cause d'une personne en fait. Oui, ça On influence. fait pareil et du coup tout le monde a ouvert des cartes Pokémon sur les 3 derniers mois. Même en France, tous les gros streamers ont ouvert des cartes Pokémon et c'est nostalgique et ça touche tout le monde. Et puis même les marques renouvellent ça, tu vois. Ouais, les marques renouvellent les derniers jeux Pokémon, exactement, les ça revient tout le temps en fait. Pour toi, John, c'est quoi ton jeu préféré? Magic, depuis tout temps. Depuis tout le temps. Je vais pas dire que c'est moins vrai maintenant, mais aujourd'hui, si on me pose la question, mon jeu de cœur reste Magic parce que j'ai commencé effectivement à acheter tout Pichou. C'est mon parrain qui m'a initié au jeu de cartes. J'ai fait un nombre de parties incalculable. Magic, c'est ma vie, clairement. Et j'aurais pas joué à Magic, je serais pas là aujourd'hui. Mais avec le temps, en grandissant, ce que j'aime, c'est les jeux de cartes à collectionner de Magic Winner. D'accord. Aujourd'hui, je peux passer des heures à parler de Magic, je peux passer des heures à parler du Yu-Gi-Oh, je peux passer des heures à parler de Pokémon. Tu t'es ouvert aux autres jeux de cartes? Ouais, je me suis ouvert à tout en fait, mais parce que je me suis dit, j'ai vu tout ce que m'avait apporté Magic et mon raisonnement ça a été pourquoi me limiter à ce que peut m'apporter un jeu quand il en existe plein. Toutes les communautés sont différentes, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes âges forcément, et toutes ces personnes ont des histoires et des choses à m'apprendre en fait. Et du coup, je suis ouvert à tout. Et c'est ça qui est important aussi dans votre magasin, c'est que toutes les communautés de tous Ouais, ces on jeux de cartes réunit tout le différents monde, se rassemblent. C'est ça, pour nous c'était primordial. Le nombre de boutiques que j'ai vues en France ces dernières années qui mettaient dehors des joueurs Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y avait tournoi Magic. Aujourd'hui, les parts de marché sont un peu renivelées. Yu-Gi-Oh! C'est beaucoup plus impactant que Magic en France. Ça, c'est les chiffres qui parlent, mais la communauté a grossi parce que du coup, les influenceurs ont vraiment. Puis ce rapport de la France avec le Japon aussi. Exactement. Magic, c'est un jeu anglais, c'est ça? Américain. Américain, voilà. Donc Yu-Gi-Oh! c'est. Yu-Gi-Oh! C'est japonais. Et du coup, effectivement, on avait ça. On avait cette certaine population qui était mal aimée un petit peu. Prenez tous les vieux tenanciers de boutique, Magic c'est Magic, et si j'ai le choix entre mettre mon tournoi Magic et mon tournoi Yu-Gi-Oh! Au revoir Yu-Gi-Oh! Quoi. Nous, ce qui était primordial pour nous, c'est que peu importe la communauté du jeu de cartes, c'est de mettre un peu au même niveau. Alors, c'est pas un petit peu au même niveau, c'est tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la configuration de magasin qu'on a, chaque communauté a sa salle, qui est climatisée, qui a exactement les mêmes chaises, qui a exactement le même temps de jeu, qui a exactement tout pareil. Tout notre événementiel est tourné autour de ça, et je ne veux pas qu'il y ait de différence, peu importe la... Enfin, ça serait presque être du racisme envers certains archétypes de jeux de cartes, en fait. Et non, nous, on veut pas ça. Nous, on veut on a une passion, on la partage. Et peu importe ce à quoi tu joues, tu seras toujours le bienvenu à la carte. Cette idée de mettre tout au même niveau, ça permet aux joueurs même qui connaissent pas les autres jeux de s'y intéresser. Exactement. Donc de communautés de jeux différents, ça crée une communauté globale chez Asgard finalement. C'est ça. C'est ce qu'on voulait. C'était l'objectif de... Alors ça nous faisait beaucoup rire quand on disait ça, mais quand on travaillait sur la création du magasin, on veut pas le meilleur magasin de France, on veut le meilleur magasin du monde. Mais faut rêver, hein. On disait ça parce qu'on disait, nous en tant que joueurs, ça serait quoi l'endroit de rêve, mais vraiment de rêve qu'on voudrait par-dessus tout en fait. Et c'est comme ça qu'est né le projet Asgard. Le projet Asgard, c'est créer la meilleure boutique du monde pour les joueurs. Donc c'est même pas une communauté Magic, c'est même pas une communauté Yu-Gi-Oh, c'est même pas une communauté Pokémon, c'est une communauté Asgard quoi. C'est ça, c'est ce que nous on estime que devrait être une boutique de jeux de cartes. On s'appelle Asgard TCG, on s'appelle pour Trading Card Game. On s'appelle pas Asgard Magic, Asgard Yu-Gi-Oh, Asgard tout ça. Non, c'est Asgard TCG parce qu'on joue à tous les jeux de cartes et qu'on aime tous les jeux de cartes et qu'on aime toutes les communautés de jeux de cartes.
Chez Asgard, voilà, vous avez Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Digimon, Digimon, My Hero Dragon Ball Academia, ouais, Dragon Ball Pokémon Super, My Hero Academia, System Chrono Clash, on a Vanguard, Weichwars. D'accord, ouais, beaucoup de produits. Ouais, pas mal de choses. Il y a certains jeux qu'on n'est pas forcément d'accord avec la distribution ou avec certaines choses, on les fait pas. Et on va pas non plus monopoliser tous les jeux. Comme je disais tout à l'heure, on essaye d'équilibrer avec les autres boutiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est la seule boutique de Toulouse à faire Digimon, mais il y a d'autres jeux de cartes qui sont sortis en même temps et on a eu l'opportunité de les faire. Mais on a préféré ne pas les faire pour que d'autres boutiques les fassent et le monopole sur dessus. Et du coup, on est chacun nos jeux. Et comme ça, Et vous on se tire communiquez pas dans avec les eux pour ça. Par contre, on communique avec eux pour dire, ben voilà, moi je ferai pas ce jeu-là, ou je ferai que ça dessus et je te laisse le reste. C'est pas pour manipuler le marché ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour se dire, on est des commerçants et on a besoin de tous manger. Et du coup, on se partage la communauté. Toujours dans cette sorte de partage. Avec eux, voilà, Exactement, ça, on fait sûr. pareil avec les autres magasins de Toulouse qui font de l'événementiel. On discute très régulièrement de je vais mettre mon tournoi à cette date là, je vais faire ça. Ah je fais un gros tournoi le dimanche là, si jamais profites-en si tu veux faire quelque chose le samedi, un gros événement et du coup ça va attirer encore plus de monde sur tout le week-end à Toulouse. Donc c'est vraiment notre manière de penser et de réfléchir. On n'est pas là pour... On n'a pas de concurrents à Toulouse. On a pas des collègues ou des collaborateurs, mais des gens avec qui on aime travailler. T'as parlé de ces événements, de ces autres commerces qui font de l'événementiel, mais chez vous, chez Asgard, dans ces temps de Covid, est-ce que vous avez des événements à venir? Alors, qu'est-ce que vous proposez actuellement aussi? En fait, C'est en termes compliqué. d'événementiel de tournois, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille à proposer des tournois en ligne. On l'a pas fait jusqu'à maintenant pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas personne pour s'en occuper, ou on n'avait pas réussi à se dégager suffisamment de temps. Mais c'est bon, petite avant-première, on commence la semaine prochaine pour les tournois Yu-Gi-Oh en ligne et les tournois Magic en ligne. Ça aura lieu le samedi après-midi pour Yu-Gi-Oh! Ça va et se dimanche passer soir. sur quoi? Sur notre Discord. Sur Sur Discord, ok. Ouais, sur notre Discord. Asgard TCG, tout Asgard simplement. TCG tout simplement. Tous les liens seront sur nos réseaux sociaux. Sur les Toutes réseaux annonces sociaux. seront sur nos réseaux sociaux. Asgard TCG. Donc du coup, on recommence l'événementiel à ce moment-là. Petite avant-première, on travaille depuis plusieurs semaines aussi sur l'ouverture d'un Pokéstore toulousain. Qu'est-ce que c'est un Pokéstore? Et bien en fait, du coup, on va avoir une salle du magasin entièrement dédiée à Pokémon, sur le côté carte, mais aussi des goodies, vraiment, voilà, devenir une un peu référence. Aujourd'hui, on a de plus en plus de fans de Pokémon, et du coup, on fait un événement la semaine prochaine par rapport à ça, pour lancer l'apparition de notre Pokéstore. Et voilà, en termes d'événementiel, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va pouvoir se permettre de proposer, Bien sûr. mais parce que ça demande beaucoup de temps à gérer. Le temps, et- l'adaptation au Covid. Exactement, et voilà, donc on a mis un peu de temps, on voulait faire ça beaucoup plus tôt, mais on n'avait pas les moyens humains de pouvoir s'en occuper en fait. Et il nous tarde vraiment une chose, c'est de pouvoir reprendre, que le Covid se calme et qu'on puisse vraiment reprendre de l'événementiel en boutique. Espérons d'ici cet été que ça se fasse. Croisons les doigts. Et ouais, vous avez vite grandi chez Asgard. Vous Yes. avez recruté du personnel. Exactement, Pas mal. on a commencé en étant les 4 associés, aujourd'hui on est 9 9. dans la société. Voilà, chacun a sa chose qu'il sait faire. On a plein de projets sur le feu, on ne veut pas stagner. Vous voulez grandir. On veut toujours être en mouvement et bouger et Ouais. proposer. On veut pas rester sur nos acquis. C'est-à-dire que là, la boutique vient de fêter ça 1 an, il y a quelques semaines. Elle a changé 5 fois, je crois. On a fait, que ça soit en termes de mobilier, en termes de réaménagement dans le magasin, en termes de nouvelles choses qu'on proposait. Elle a déjà bougé plein de fois. D'accord. Et il y a la V2 de Asgard qui arrive là. C'est-à-dire V2. V2. Alors ça, c'est le gros projet. C'est le gros Un projet agrandissement. Asgard. Exactement. Oui, une évolution, ouais. Proposer une Un nouvelle chose. agrandissement. En fait, on double la surface du magasin. Qu'est-ce qu'on va proposer? On passe à 270 mètres carrés de magasin. Contractuellement, combien 130 à peu près. 130. Ouais, donc doubler vraiment. On ouais. double vraiment pour accueillir jusqu'à 160 personnes en place assise. Ah oui. On a mis en place une licence 3, une licence restauration pour faire bar. On va pouvoir venir taper le carton soirée et boire sa bière en même temps avec Excellent. ses copains. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle une salle chill, c'est-à-dire que on veut que les gens puissent se poser dans Se reposer, une salle de c'est repos. ça, ouais, une genre de salle de repos avec des fauteuils, une borne d'arcade. On n'est pas en tournoi où on veut juste se retrouver avec ses potes. On se pose là tranquille et voilà, on discute avec ses Il collègues. y a vraiment cet aspect de pote. Hein, Ouais, que vous mais, cherchez mais dans cette en évolution. fait c'est ça. Pour moi c'est la version, pas la version finale de ce que devrait être le magasin ultime de jeux de cartes, mais c'est tout ce que j'ai vécu et tout ce que m'a donné le jeu de cartes
j'ai envie de le rendre, T'essaies de de le faire le découvrir transmettre, aux gens. ouais. Ouais, c'est ça. Et puis de toujours C'est plus ça. aller vers cette vision. Et pour nous, donc il y a magasin ça, parfait. il y a nos partenariats avec le Canada et avec le Japon pour récupérer des produits exclusifs là-bas et les ramener, les proposer à la vente ici. Voilà, donc ça va être une vraie cuisine, on va vraiment pouvoir manger. Alors on va pas faire de la grande cuisine, restauration gastronomique, Vous pouvez. mais le but c'est de pouvoir manger et toujours en ayant des prix abordables en fait. Parce qu'un des dictons que j'ai toujours c'est acheter des cartes c'est bien, jouer avec c'est mieux. Ouais. Et donc du coup je veux pouvoir proposer comme on faisait un petit peu avant, des formules avec le repas compris, plus le tournoi. C'est-à-dire que là, sur la période de cet été, un tournoi c'était 6 €. Pour 6 € on avait à manger, à boire, on faisait son tournoi, on avait de la dotation à la fin du tournoi. C'est donné presque. Hein. Donc voilà. Et ça nous suffisait pour gagner suffisamment d'argent pour vivre en fait et pour pouvoir embaucher. Pour vivre, derrière. voilà, et pour Et permettre tout ça, aux gens donc, de. On risque de fermer la boutique pendant un mois et demi, le temps de faire tous les travaux de réaménagement, Bien sûr. l'électricité, tout. On veut vraiment créer une ambiance unique à Asgard. Et, Pas accueillir les gens forcément pendant les travaux, quoi. Exactement. Ouais. Peut-être. En fait, on est vraiment en train de voir s'il n'y a Ouais. pas une petite partie du magasin qu'on peut laisser ouvert, au moins pour faire les nouveautés du click and collect. Ça, on est encore en train d'y réfléchir de comment faire. Mais voilà, le but c'est que n'importe qui vienne au magasin te dise mais pourquoi j'ai pas ça à côté de chez moi. Peu importe qui vienne de partout dans le monde, le waouh, cette boutique c'est juste la meilleure en fait. C'est moi je veux ça, peu importe où j'habite dans le monde, je veux ça chez moi. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Ouais, plaire aux gens. Ouais, exactement, faire plaisir aux gens. exactement. Puis après, l'avantage c'est que toute l'équipe, on est tous des passionnés en fait. Ça se sent quand on vient Et, chez vous. Ouais, Il y a- et alors on connaît pas tous les jeux, mais on a nos spécialistes de Magic, nos spécialistes de Yu-Gi-Oh! Ouais, puis vous êtes au proche des clients quand même. Ouais, c'est l'objectif. Très, C'est l'objectif. très Et on agréable. n'hésite pas à se passer le relais pour. Je connais pas trop Magic, ça ne m'empêche pas de discuter avec les clients, mais par contre, j'ai mon expert Magic qui va pouvoir vous aiguiller sur les decks, vous dire quelle carte acheter. Vraiment, ce côté conseil qui. Tous d'un personnel, vous vous complétez Ouais, finalement. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le but, hein. Qu'on soit tous travailler ensemble, on est une équipe qui est très très soudée et c'est ça qu'on aime en fait. Cette gentillesse, cet état d'esprit, Ouais, ça se garde. plaire aux gens. Enfin, je dis, j'ai la chance de vivre de ma passion, comme il y a des gens qui vivent du jeu vidéo, tout ça. Moi, je me lève tous les matins en faisant quelque chose que j'aime. Je me couche tous les soirs avec le sourire aux lèvres parce que je fais un truc que j'aime. Je fais ça depuis 6-7 ans maintenant et j'échangerai ça, même si je sais qu'aujourd'hui, je pourrais faire des métiers qui me financièrement, je serais plus à l'aise. Hein. Mais pour rien au monde, j'échangerai la place que j'ai aujourd'hui avec un autre boulot ou avec quoi que ce soit d'autre en fait. Je vois tellement de gens, je partage tellement de choses. C'est un enrichissement personnel, c'est juste trop bien. en fait. C'est ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin pour conclure le tout? Merci à tous ceux qui viennent au magasin et nous soutiennent depuis un peu plus d'1 an. Bienvenue à tous les futurs clients et futures personnes avec qui on va rigoler, on va parler de cartes. Et vous inquiétez pas, même si on est plein de barbus avec des têtes de vikings, on est tous méga sympas. Bon, ben c'est super, merci John. Ben voilà. Venez chez Asgard TCG, découvrir tout ça, découvrir tout ce personnel et ce beau monde. Ouais, on est trop cool. Voilà, au 93 rue Pierre-Paul Riquet, 31 000 Toulouse. Merci, De rien. à bientôt. Salut. Et voilà, c'est la fin de l'interview avec Asgard TCG. Je remercie encore John Gargi qui m'a offert son temps pour qu'on puisse enregistrer tout ça, c'était vraiment passionnant pour moi. J'espère que ça vous a aussi passionné. On va se séparer le temps d'une page de pub, encore une fois, avant de se retrouver pour le débat sur l'écriture inclusive avec Lila Ley. A tout de suite. Le salon de massage des îles paradisiaques. Venez vous faire masser à Ibiza dans un cadre idéal et sensuel. Le salon de massage des îles paradisiaques. Vous n'y serez jamais paranoïaque. L'émission des esprits multiples. Nous voilà de retour dans l'émission des esprits multiples. On va tout de suite attaquer avec le débat sur l'écriture inclusive. Alors il faut savoir que c'est pas un débat à proprement parler. J'ai appelé ça le débat d'actualité parce que c'est un sujet en fait qui est très débattu en ce moment. On va pas en débattre, on va renseigner sur le sujet, mais voilà, ce n'est pas un débat au sens propre. J'ai pu enregistrer cette rubrique avec Lila au préalable de l'émission, donc on va tout de suite lancer le sujet. L'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est ?
le sujet d'actualité, l'écriture inclusive. On est avec Lila Ley. Salut Lila. Salut Sam. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien et toi ? Ça va super, ça va super. Bah du coup, écoute, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour parler de l'écriture inclusive. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Lila et je suis en dernière année de licence d'art et de communication, spécialisée dans le domaine du théâtre et des arts visuels. Et du coup, ça me fait très plaisir d'être là parce que dans mon domaine d'études, la parole et l'écriture, bah, ça occupe une place quand même prépondérante. Ouais, complètement. Mais dis-nous, l'écriture inclusive du coup, dont on va parler, qu'est-ce que c'est ? Bah alors l'écriture inclusive, comme son nom l'indique bien, c'est un système d'écriture qui a pour but d'inclure. D'accord. Alors inclure qui, inclure quoi, et surtout la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est compliqué ? Alors dans un premier temps, je répondrai à ce point-ci de manière très simple. Non, c'est pas très compliqué. Maintenant, inclure qui, quoi Oui, voilà, et c'est comment. ça. Voilà, qu'est-ce que ça inclut ? Bah du coup, je vais rien t'apprendre, hein. Ça l'école s'en est déjà occupée. Le masculin, on nous lit souvent, devrait l'emporter sur le féminin dans la conjugaison, la grammaire, etc. Tu vois. Et l'écriture inclusive, elle vise à rééquilibrer la balance en offrant une meilleure visibilité aux genres qui ne sont pas masculins, donc le féminin ou d'autres. D'accord, mais comment ça se matérialise ? C'est-à-dire dans le concret de la chose ? Alors dans le concret de la chose, en fait ça passe par plusieurs choses en fait. Donc dans un premier temps, ça inclut une démasculinisation de la langue et non une féminisation de la langue comme adore le dire l'Académie. D'accord. Donc pour te restituer un peu en fait, les mots par exemple autrice ou encore metteuse en scène, bon là je dis ça parce que moi j'étudie le théâtre, ça existait déjà au XVIIe siècle. Cette fameuse règle que tout le monde connaît, à savoir le masculin l'emporte sur le féminin, ce n'est pas un hasard, ni un souci pratique ou que sais-je encore, non. Il s'agit d'une loi édictée en 1647 et qui explique que le masculin étant plus noble que le féminin, il prédomine. Et c'est un joli reflet des mentalités de l'époque qui ont encore la vie dure aujourd'hui. Bien sûr. Donc avant cette loi, il s'appliquait une règle de proximité. Donc par exemple, un homme et une femme sont contenteux. Et une femme et un homme sont contents. Donc suivant quel mot est le plus près de l'adjectif ou du nom, on va l'accorder. On va l'accorder selon, ok. C'est ça. Et ça s'appliquait aussi avec une règle de la majorité. Donc, s'il y a plus de femmes, ça s'accorde au féminin. Tout à fait. D'accord. Et ça, je pense que comme j'ai raison de l'expliquer, tu le sais très bien. Exactement. Et au XVIe siècle, du coup, en fait, l'imprimerie, elle a fait un énorme boom en France. Et donc ça y est, on avait des traces de la langue. Donc il existait des poétesses, des philosophesses, des autrices, donc oui, ce sont des mots qui existent, ce ne sont pas des néologismes. Il y avait des pièces écrites par des femmes qui ont été jouées à la cour du roi, des livres écrits par des écrivaines ont été ce qu'on appelle aujourd'hui des best-sellers. Donc la langue, ça existe, en fait, voilà. Et ça existe, exactement. Depuis un moment, ouais. Et même avant, puisque là c'est les premières traces grâce à l'imprimerie, mais en fait ça existait depuis bien avant. Et en fait la langue, elle est éminemment sociale, politique et philosophique, et la fameuse loi de 1647 que j'ai énoncée tout à l'heure, elle était politique et elle a contribué à effacer tout un pan de l'histoire. Et là je parle pas seulement des écrivaines ou des poétesses, je parle des places politiques qu'ont occupées des femmes. Par exemple, tu vois, au XVIe ou XVIIe siècle, il y avait beaucoup de régentes, mais ça, encore une fois, on n'en parle pas. C'est quoi les régentes ? Les régentes, tu vois, c'est donc toutes les femmes qui ont été au pouvoir, qui ont soit remplacé le roi, notamment je crois que c'était donc Louis XIV, le roi Soleil, tu vois, qui était trop petit pour diriger, ou c'était juste des femmes qui étaient là pour aider dans les décisions politiques. Voilà, aider ou en remplacement. Et donc au fil des siècles, il y a des voix qui s'élèvent, parce que le fait qu'une femme écrive, ça en frustre certains, tu vois, vive les masculins. Et donc, à partir de la Révolution, quand il y a eu l'accès de Richelieu au pouvoir, alors là, c'était l'hécatombe. Un des plus gros misogynes de l'histoire n'avait tout de même pas laissé passer cette occasion de faire taire la voix de la gente féminine. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On brûle leurs écrits, on arrête de les éditer, et moins d'un siècle plus tard, la base de la langue française est complètement remodelée sur un modèle masculin. Alors que si on reprend l'étymologie de beaucoup de mots, la base latine, en fait, elle n'est pas du tout masculine. On pourrait presque même dire neutre. Par exemple, pour reprendre encore une fois le mot autrice, il vient pas du tout du mot auteur qui aurait pu ressembler à une base masculine dans le latin, mais ça venait du mot octrix. D'accord, ok. Là, tu m'apprends quelque chose, tu vois. Voilà. C'est le but de cette émission, de toute manière, et de cette rubrique. Tout à fait. Donc voilà, c'est là aussi où on voit que actuellement on ne connaît pas du tout la langue et on n'étudie pas assez correctement l'origine de celle-ci. Et du coup, j'aimerais bien reprendre les mots d'Eliane Viennot, qui est une spécialiste de la littérature de la Renaissance, et elle dit « Ce n'est pas la langue française qui est sexiste, ce sont les gens qui la parlent. Elle n'a pas besoin d'être féminisée, il faut juste bien l'utiliser. On a fait de la langue un instrument sexiste, on l'a fait pour qu'elle porte davantage la suprématie masculine. » Donc en fait, la langue française, en elle-même, elle n'est pas sexiste, mais se voit être un miroir, un reflet de la société et son fonctionnement, et elle ne fait que traduire
une inégalité qui est Voilà, présente. très, très tourné vers l'homme avec ces changements dont tu as parlé. Et encore une fois, il ne s'agit pas du tout de féminiser, en fait, c'est juste, quand je dis démasculiniser, c'est vraiment utiliser correctement la langue. Actuellement, il y en a beaucoup qui disent autrice, bon, c'est pas très joli, autrice, moi j'aime pas, hein, on pourrait dire auteureux. Non, parce que auteureux, c'est un Oui, néologisme. il faudrait remodeler la langue, voilà. Et c'est même pas le temps de la remodeler, c'est vraiment juste adapter. la retrouver, je dirais plus, La tu retrouver, vois. d'accord. Parce que autrice, voilà, c'est un mot qui existe. Auteureux, c'est un néologisme. Et pourtant, t'as quand même des gens qui vont s'élever en disant non, autrice, c'est pas beau, auteureux, c'est mieux. Mais non, parce que ça n'existe pas, tout simplement. Alors pourquoi inventer des mots quand on peut juste reprendre ce qui existe déjà ? Et j'aimerais également en profiter pour citer Monique Wittig, qui était une romancière, une philosophesse, une théoricienne et une militante féministe Elle du fait beaucoup XXe de siècle. choses. Ah, elle est incroyable. Et donc j'invite toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast à se pencher sur son parcours, qui disait donc qu'au XXe siècle, il faut dérober au masculin l'universalité, que je trouve très juste. On entend beaucoup de personnes qui disent que l'Académie française n'est pas pour féminiser la langue. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah ça c'est assez drôle, parce que bon déjà comme je disais avant, on parle pas vraiment de féminiser, c'est vraiment eux qui se sont montés un peu le bourrichon si je peux dire, avec cette expression en mode féminiser la langue, mais ça tu vas rire. Bon déjà en termes de parité, là-bas on n'y est pas encore, hein. Il y a seulement 6 femmes pour 29 hommes, Okay, oui. donc c'est pas... On n'y est pas, en effet. Voilà, et puis si on regarde aussi l'âge de ces femmes, on peut se dire que la question d'actualité c'est pas tout à fait ça. Elles ont fait leur temps. C'est ça, voilà. Elles ont vraiment fait leur temps. Mais le mieux, c'est qu'à l'Académie française, il n'y a aucun agrégé de grammaire, aucun agrégé de lexicologie, aucun linguiste et aucune personne compétente en ce qui concerne l'usage de la langue. Et ce sont ces mêmes personnes qui viennent me dire après qu'il ne faut pas féminiser la langue, alors qu'il ne s'agit même pas de ça, quoi. Donc, finalement, je trouve que c'est même pas un débat qu'il y a à avoir, c'est que ces personnes-là, elles essaient de s'emparer d'un sujet qu'elles ne maîtrisent même pas. Oui, elles n'ont pas les compétences pour s'exprimer là-dessus. C'est ça. Tout simplement. Après, je veux dire, on a tous tendance à vouloir s'exprimer sur un sujet qu'on connaît pas. Bien sûr. Mais alors là, quand il s'agit de l'Académie française. C'est ça, en fait. Ils ont tellement une place importante dans notre société, on leur accorde tellement de crédit que ils peuvent dire n'importe quoi, on va être là, ah oui, c'est merveilleux, ils ont raison. Alors qu'en fait, pas tellement. Et puis, l'écriture inclusive, en fait, ils disent qu'ils veulent pas l'utiliser. Mais en fait, on l'utilise depuis plus longtemps que ce qu'on peut l'imaginer. Donc, dans le domaine politique, par exemple, typiquement, on entend souvent « mesdames et messieurs » ou « françaises, français », si c'est des personnes de type le président qui nous parle. Je peux penser d'ailleurs à Charles de Gaulle, qui a été un des premiers à l'utiliser. Et c'est ce qu'on appelle en fait des doublés lexicaux. Et c'est de l'écriture en fait inclusive, ou plutôt de l'oralité inclusive dans ce cas-là. Mais en fait, c'est un truc qu'on utilise presque naturellement. Voilà. Qui inclut la globalité des genres. Exactement. Et donc tu penses que l'écriture inclusive, elle puisse réellement faire avancer la cause féministe et abolir les inégalités ? Alors les inégalités, non. Ce serait un peu gros de dire ça. Oui, c'est un facteur qui peut renforcer cette lutte contre les inégalités, mais voilà, ça fait partie d'un ensemble. Il y a trop de paramètres pour que seule la langue puisse faire tomber à genoux le sexisme et le patriarcat. Hein. Mais elle peut y participer. Et pour cause, comme je l'ai dit tout à l'heure, la langue, elle est politique, philosophique, mais aussi sociale. Et c'est cette notion de social qui est vraiment importante ici. La langue, elle influence la manière dont on conçoit et dont on perçoit le monde. Donc là, je pense qu'on pourrait citer Édouard Sapir, qui est un linguiste et un anthropologue, qui a émis l'hypothèse que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques. Autrement dit, que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage. Une des expériences de ce monsieur était de voir comment le peuple des Imba... Imba, c'est où ? Alors les Imba, c'est en Afrique. D'accord. Désolée, je ne pourrais pas te situer le peuple Imba, c'est très bien. D'autant plus qu'il y a tellement d'ethnies et de petits peuples que... Et de langues. Et de langues que je ne pourrais pas du tout te le situer. Comment les Imba percevraient le bleu alors qu'ils n'ont même pas de mots pour définir cette couleur. Donc ça peut paraître très étrange pour nous, français ou francophones, pardon, en tout cas, parce que pour nous, le bleu, ça paraît logique, on a même plusieurs mots pour définir le bleu, oui. Donc le cyan, le bleu marine, des trucs comme ça. Oui, plusieurs variations. Sapir voulait voir comment les Imba allaient réagir face à cette couleur-là. Mm-hmm. Il a donc présenté un cercle composé de plusieurs carrés verts et un seul carré bleu à des autochtones. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ils ne savaient pas reconnaître la couleur. Et en revanche, quand des personnes donc françaises, francophones, etc. ne voyaient qu'une ou deux nuances de vert, les Imba, eux, pouvaient toutes les identifier parce qu'elles avaient un mot pour chacune des nuances. D'accord. Et grâce à cette expérience, on voit donc que le principe même de pouvoir poser des mots sur quelque chose, ça influence grandement notre perception de ce qui nous entoure. Et pour prendre un exemple peut-être un peu plus concret, si l'on dit « les philosophes du XXe siècle nous ont beaucoup influencés », quelle représentation est-ce que tu te fais, Sam ? Des hommes.
Ouais. Et à contrario, si je dis les philosophes et les philosophesses du XXe siècle nous ont beaucoup influencés, tout de suite tu te fais une représentation plutôt mixte. Ouais. Et idem pour auteurs. Les auteurs sortent du congrès ravi, masculin. Les autrices et les auteurs sortent du congrès ravi, mixte. Voilà. Et c'est quoi ces points qu'on voit fleurir un petit peu partout à l'écrit qui cherchent à inclure tous les genres, c'est ça? Alors ouais, c'est à peu près ça, je vais y venir. Donc l'écriture inclusive, en fait, c'est pas seulement donc démasculiniser la langue, c'est aussi trouver une façon d'écrire qui devient rapide et qui inclut un maximum. D'accord. Donc si je reprends pour la énième fois le mot écrivain, au lieu de dire les écrivaines et les écrivains, on peut écrire écrivain.es. Et évidemment, hein, je dis pas que c'est simple, au départ on galère un peu. Je veux dire, j'ai moi-même un peu eu du mal au départ, parce que c'est nouveau, faut s'y habituer. Mais voilà le point essentiel en fait. Il s'agit d'une question d'habitude. Ouais. C'est une question d'adoption. Ouais, oui, complètement. Parce qu'en fait, en moyenne, un humain, il faut qu'il répète à peu près 2000 fois quelque chose pour l'intégrer. Donc, et sa façon d'écrire, ça ne déroge pas à la règle en fait. Depuis tout petit, on nous explique que on doit écrire masculin. Donc on a eu beaucoup plus que 2000 fois le temps d'écrire au masculin. Alors maintenant, pour écrire de manière plus inclusive, oui, il faut juste faire un effort, quoi. Après, il y a plusieurs écoles sur l'écriture inclusive. Il y a CELE, oui, bon, voilà, encore une façon de parler de façon inclusive. Donc, CELE qui préfère le point médian, d'autres qui préfèrent le point classique parce que c'est plus facile d'accès sur le clavier, ou encore d'autres qui préfèrent un X. Donc, un X, c'est par exemple écrivain XS. On enlève le E pour le remplacer par une croix, finalement, pour ne pas appliquer un schéma, ce qu'on peut dire binaire. Et c'est là que ce que tu disais sur inclure tous les genres s'applique, c'est que, bon, personnellement, moi je l'utilise pas, ou très peu, mais j'entends là, en fait, un besoin de représentation et de visibilité de la part de certaines personnes. Donc par exemple, c'est le qui ne se situe pas sur le spectre de la binarité du genre. Je pense que c'est tout à fait légitime de leur part. Donc voilà, le point médian qui sert à inclure tous ces genres quelque part. Et voilà, c'est une ouverture d'esprit quelque part à tous ces genres, une adoption pour... Effectivement, on peut voir ça comme une ouverture d'esprit sur des genres, puisque ces genres-là existent depuis toujours, c'est juste que là aujourd'hui on les met en lumière. Et puis c'est aussi une façon de se dire, en fait, je dois vivre avec mon temps. À un moment. Complètement. Évoluer, voilà. Très bien, Lila, je te remercie. Je t'en prie. Et je tiens quand même aussi à ajouter un petit point. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui seraient désireuses de se lancer dans l'aventure de l'écriture inclusive, mais qui ne savent pas comment peut-être réécrire ces mots-là, il y a des dictionnaires en ligne participatifs qui se lancent actuellement pour justement chercher des mots. Donc un des premiers mots qui a été mis sur cette plateforme et que j'ai pu voir net, c'était assez impressionnant, c'était donc le mot beau et belle qui est devenu bello. Donc en fait on tape le mot qu'on a envie de voir inclusif et le dictionnaire participatif va nous donner ce mot-là avec même plusieurs variantes, avec donc le point médian, le X, etc. Voilà. Très bien, je te remercie Lila pour tous ces renseignements sur cet éclairage sur l'écriture inclusive, parce que voilà, ça sert cette rubrique à renseigner les gens, à faire découvrir, voilà, et à ouvrir les esprits, voilà, sur ce qui existe, par rapport à ceux qui n'y connaissent rien. Donc voilà, un gros merci. Merci à toi. Tu reviens ici dans l'émission quand tu veux. Avec grand plaisir. Et on se dit à bientôt. À bientôt, Sam. Ciao, ciao, merci. Et voilà, c'est la fin de cette première émission des Esprits Multiples. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis régalé à la créer, à faire tout ça. Voilà, donc c'est un pur bonheur et je suis très content que ce projet se soit concrétisé. Évidemment, comme c'est la première émission, il y en aura d'autres. On va se retrouver en avril pour la prochaine. Mais voilà, j'espère que vous allez adorer ce qui va arriver par la suite et que vous avez déjà adoré ce que vous avez pu entendre là. Un grand merci à tous les invités au magasin de cartes Asgard TCG avec qui j'ai pu enregistrer. Merci à Christophe Gallois, notre intervenant Formule 1, avec qui ça a été un grand plaisir aussi de partager notre passion. Et un gros merci à Lila pour ce sujet sur l'écriture inclusive. Je vous dis à bientôt, c'était Samuel pour l'émission des Esprits Multiples.